fait. Ah là, Soit c'est l'apothéose de la femme, soit c'est l'apothéose de l'homme. Ouais. Il n'y a pas de juste mesure, on a perdu vraiment toute notion de juste mesure et de complémentarité entre l'homme et la femme. Et mon message... C'est marrant d'ailleurs, tu parles complémentarité, tu n'as pas parlé d'égalité. Exactement, il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes, si ce n'est juridique actuellement. Ouais. Et je sais que ça fait hurler parce qu'on ne définit pas le terme d'égalité. Hommes et femmes sont différents mais complémentaires, justement. Donc, il y aura pas... Donc, toutes celles qui prônent cette fameuse égalité homme-femme, par exemple, les femmes qui, on cherche aujourd'hui dans la société, avec voilà, puisqu'on force l'égalisation, à faire, par exemple, je prends C'est de l'égalitarisme, en fait. c'est de l'égalitarisme, absolument. On va se faire des amis encore. Il faut nommer les choses. Voilà, et imaginons par exemple, tu sais, tous ces métiers où on réclame justement la présence de femmes dans des métiers qui étaient dits traditionnellement réservés aux hommes, comme pompiers, policiers, Le BTP, le effectivement, BTP, la science, oui. voilà. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de cette volonté forcenée de vouloir ramener l'égalité professionnelle en ramenant des femmes dans des métiers qui, a priori, d'ailleurs, ne les intéressent pas trop, parce que on n'a jamais vu une femme avoir envie de porter des sacs de ciment de 50 kilos ou faire du carrelage. Oui, pour beaucoup de raisons. En fait, justement, sur ma chaîne, je tente d'aborder cette question au milieu des autres pour remonter aux causes premières. Et c'est pour ça que j'aurais réfuté le terme de néo-féminisme, dans la mesure où, à mon sens, le féminisme et toutes les conséquences que l'on observe ne sont qu'une branche, ne sont que l'aboutissement d'une philosophie qui est mise en place depuis plus de 2 siècles, celle des Lumières, où justement on prône l'abolition déjà de tous les déterminismes naturels, avec l'homme nouveau qui s'érige comme son propre Dieu, donc il s'autodétermine comme il le veut. Et on l'observe notamment avec les problèmes de genre, de sexe. C'est-à-dire que chacun, en fonction de son humeur, son émotion, son esprit, complètement dissocié du corps, choisit le genre maintenant qu'il souhaite que les autres lui attribuent, qu'il s'attribue lui-même. Et c'est exactement le même procédé lorsque, par exemple, on reproche aux femmes et on œuvre dans ce sens-là pour un égalitarisme, c'est-à-dire une idéologie, une perversion de l'égalité, à savoir il ne doit plus y avoir de distinction entre l'homme et la femme est désormais un homme comme les autres. Ou l'homme est une femme comme les autres. Exactement. Alors oui, il y a également, bien sûr, ce phénomène, et d'ailleurs, les hommes sont sont fustigés d'être des hommes. Aujourd'hui, ils sont coupables d'être hommes. Et les femmes sont victimes par essence d'être nées femmes, si on écoute les féministes. C'est une tare d'être femme parce que on part avec des déficiences dans cette société patriarcale qu'il faut compenser. Et c'est un privilège de naître homme, puisque l'homme, par essence, est un oppresseur des minorités. Et forcément, les femmes sont comptées dans ces minorités-là. On le voit dans les espaces sur les minorités, dans des combats des associations de ce genre. D'ailleurs, il y a une escroquerie intellectuelle, parce qu'on est une femme minorité, alors qu'il y a un peu plus de femmes dans la population. Forcément, c'est un langage, c'est un métalangage, c'est un mot novlangue, comme on dit, effectivement. Le terme de minorité ne désignera bientôt plus, d'ailleurs, les minorités. Oui. Oui. Ça va vite, oui, c'est vrai. Oui, c'est comme le terme d'égalité. On n'entend pas une égalité de droit purement juridique, devant la loi. On entend une égalité au sens d'abolition de toute différence. Et c'est bien là le problème, parce que, à mon sens, pourquoi je remonte toujours à la philosophie des Lumières et à l'idéologie révolutionnaire qui, bien entendu, a été mise en place dans les esprits des siècles auparavant, tout n'a pas éclaté en 1789, c'est parce que, justement, on a souhaité créer un homme nouveau, et j'ai perdu le fil. Donc on a aboli toutes les barrières, tout ce qui pouvait faire les différences. Parce que voilà, on a perverti l'ordre naturel, c'est ce que je voulais dire. La révolution, c'est un renversement, c'est une perversion. C'est-à-dire, on doit détruire l'ordre naturel, toute hiérarchie, toute filiation, et forcément, il ne peut plus y avoir de femme dans un rôle de femme, ou alors il faut préciser que c'est traditionnel, c'est toujours péjoratif, ou authentique, ou véritable, parce que on est dans une époque... L'époque a voulu, alors,
est-ce que justement, parce que la féminisation, on vit une féminisation de la société. Est-ce que tu es d'accord déjà avec cette idée? Je trouve que c'est... Alors, ah ouais. Non, mais non, vas-y, c'est intéressant. Est-ce que tu es d'accord? Parce que beaucoup d'auteurs ont développé voilà, des livres même qui traitent de ce problème, qui parlent de... Il y a même un livre très célèbre, Vers la féminisation, que je ne citerai pas l'auteur, tout le monde le connaît. Et Oui. qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Tu es d'accord avec cette idée ou pas? Ce n'est pas faux dans le fond, mais c'est incomplet. Parler de féminisation de la société, c'est s'arrêter aux conséquences et penser et confondre les conséquences avec les causes, en fait, les causes premières. Donc forcément, jamais on ne pourra remettre les choses à l'endroit, puisqu'elles sont renversées, pour le dire rapidement, si l'on regarde juste l'aboutissement de toute la philosophie qu'il y a derrière et de tout le conditionnement dans les esprits. La féminisation de la société n'est qu'une conséquence, et encore c'est qu'une branche, parce qu'on pourrait dire que la société devient de plus en plus matérialiste, individualiste, cosmopolite, etc. Donc c'est juste un des mots, M-A-U-X, de la société moderne qui est malade. Et la question à se demander, c'est pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le politiquement correct qui règne, l'idéologie féministe, par exemple, c'est comme l'idéologie antiraciste, c'est-à-dire la personne qui se présente anti-féministe, entre guillemets, elle est promise quand même aux gémonies, au bûcher. Elle ne peut que être mauvaise par essence. Voilà. Oui. Et les positions que tu défends te vouent quand même à être conspuées par ces personnes-là qui vont dire mon Dieu, mais quelle horreur, c'est... Effectivement. Alors, il y a effectivement des personnes qui sont très véhémentes. Il y en a d'autres qui essayent de réfléchir. Bon, forcément, je suis conspuée, pour reprendre tes mots, parce que je m'oppose aussi à cette liberté de choix, parce que c'est toujours la même question, les droits de l'homme. J'ai le droit de me déclarer homme, là, à l'instant, si je me sens homme, en fait. Et c'est... Mais oui. Oui, c'est légalement. Effectivement. Et c'est ça le problème, c'est que chacun s'autodétermine. Il n'y a donc plus... Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de structure. À mon sens, c'est ça le fond du problème. Et... Mais ça participe quand, par exemple, voilà, aujourd'hui, on demande aux petites filles de jouer avec des camions, puis aux petits garçons de jouer avec des poupées, puis c'est pareil. La journée de la jupe, tu as dû en entendre parler, les lycéens qui mettent des jupes. Effectivement, les hommes mettent des jupes, il y a des députés qui mettent du rouge à lèvres et qui défendent ainsi la cause des femmes. Oui, et on est dans cette abolition, vraiment, c'est l'homme nouveau qui s'autodétermine. Je reviens sans cesse à ça, parce que on ne peut pas espérer faire comprendre l'essence de cette idéologie féministe si on ne fait pas comprendre la réalité de la philosophie des Lumières, en fait. C'est un renversement des valeurs, donc forcément, il ne peut plus y avoir de femme dans un rôle de femme. C'est considéré comme une oppression, comme une entrave à la liberté de s'autodéterminer. Parce que là, tu utilises un mot important, rôle de femme, et précisément... un mot qui revient souvent dans de ce que j'entends de tes détractrices, c'est qu'elles disent Virginie, elle défend la soumission de la femme. Oui. Alors j'aimerais que tu nous expliques, parce que ça intéresse beaucoup de gens, je pense, parce que c'est une idée qui colle comme ça, hein, que les filles se disent ah mais oui, mais elle veut revenir à une soumission de la femme. Elles ont l'impression que c'est rétrograde. C'est le Moyen-Âge, hein, on m'a dit. Voilà. Ah bon, voilà. C'est toujours ça, c'est toujours le Moyen-Âge. Oui, effectivement, déjà... Comme toujours, il y a encore une fois, tout est un problème de vocabulaire de langage. Il y a une mécompréhension évidemment du mot soumission. On n'entend plus le mot soumission dans un terme authentique. On est obligé toujours de préciser le terme originel. La soumission maintenant, c'est idéologisé. Donc ça signifie quelque chose de précis à l'aune de cette vision philosophique. Donc la soumission, c'est synonyme d'oppression, c'est synonyme d'humiliation en fait, d'emprisonnement. Alors que la soumission dont je parle, la soumission naturelle de l'homme à la femme, en vertu de la complémentarité des rôles, c'est tout simplement être en accord avec son essence. Ce pourquoi on tend notre fin en puissance. Et en tant que femme, on a ces différences biologiques, psychologiques, hormonales, etc., qui font que on a ce besoin viscéral et naturel de se placer notamment sous la protection et l'autorité de l'homme, qui est le guide et le chef de la femme. Voilà. Parce que, alors, c'est vrai, ça choque. Et ça choque, oui, c'est ça choque. Alors qu'en plus, alors là, je vais tacler certaines dames qui... est-ce que tu ne penses pas que justement beaucoup de ces femmes même qui te fustigent, mais alors qu'en fait,
elle recherche elle aussi une forme de protection, mais sans l'admettre. Il n'y a pas une forme d'hypocrisie un peu de certaines femmes aujourd'hui, justement, c'est-à-dire finalement de bercer. Toi, tu as l'honnêteté de le dire, oui, une femme recherche la protection, alors que dans l'idéologie moderne, évidemment, enfin, dans notre époque, une femme qui ferait ça, voilà, c'est une soumise, c'est une... Voilà, c'est une carpette. Oui, on est traité effectivement de tous les noms. Ce que j'observe tout de même, il faut préciser, c'est là d'ailleurs que j'étais partie pour créer cette chaîne quelque part et parler de toutes ces idées, tous ces petits anti-inflammatoires, donc ces conséquences. C'est que les femmes ou les hommes aussi, extrêmement malheureux. Il y a un mal-être dans la société ça suinte le mal-être, ça suinte la dépression, ça suinte le vide existentiel et les gens qui cherchent à se donner un sens en vain, se fuir eux-mêmes, se perdre. Et c'est une caractéristique, c'est pas pour les fustiger, je pense qu'elles sont dans un mal-être, elles vont me dire le contraire, mais je remarque qu'il y a quand même une hystérie chez ces personnes qui se disent ouvertes et tolérantes et qui justement n'écoutent pas des idées qui diffèrent des leurs. Et c'est une question à se poser, est-ce qu'elles sont tellement sereines et épanouies et certaines de leurs convictions s'il y a une telle hystérie derrière lorsque une personne soutient le contraire? C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en plus, ça veut dire que les hommes aujourd'hui qui sont dévirilisés, d'ailleurs, toi tu en appelles à la virilité des hommes en disant assumez votre virilité, en gros. Ça aussi, tu sais que c'est complètement l'idéologie dominante, tu vas à contre-courant. Là, t'es contre le fleuve, parce que on entend toute la journée des machos, etc. Et toi tu dis mais non, mais un homme doit assumer sa virilité. C'est le rôle de la femme de dire aux hommes, on vous aime parce que vous êtes des hommes, soyez fiers d'être des hommes. Justement, on a besoin de vous. Parce qu'un homme ne peut pas dire, déjà ça aura moins d'impact sur les autres hommes, et surtout, il sera complètement fustigé, taxé d'oppresseur, etc. Surtout, l'homme hétérosexuel, catholique de surcroît, voilà, n'en parlons pas, c'est le réactionnaire, etc. Oui, et moi j'offre simplement pour que les hommes soient des hommes bien qui soient en accord avec leur nature profonde d'homme, et que les femmes aussi, donc aussi, par conséquence, puissent être des femmes. Parce qu'en tant que femme, je suis partie aussi d'un constat personnel, c'est que j'ai un sentiment de provenir d'une autre époque, de ne pas me reconnaître, d'être à part, de ne pas... c'est intéressant, oui, parce que aujourd'hui, alors ça voudrait dire que, entre guillemets, la vision de l'idéal féminin s'est complètement modifiée. Oui. Et aussi bien pour les hommes que pour les femmes, c'est-à-dire, puisque... Toi, en plus, tu pourras développer, parce que je sais que tu abordes ce sujet-là, que entre les femmes de gauche et les femmes de droite, déjà, qui ont des visions quand même un peu différentes. Et surtout, comment dire, ces hommes d'aujourd'hui, est-ce que, dans cette société-là, donc, parce que tu as parlé de quelque chose, je trouve, d'important, tu dis qu'il y a une destruction des rapports naturels entre les hommes et les femmes, et que tout le monde est très malheureux, finalement, parce que c'est quoi? Parce que personne ne trouve sa place. Finalement, les hommes sont à la fois, entre guillemets, délaissés de plus en plus. D'ailleurs, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs de cette réflexion, pris comme des objets sexuels à leur tour, tout comme les femmes, c'est-à-dire réduits à ce simple rôle. Qu'est-ce que tu penses que c'est une réalité, ça aussi, justement tout à fait. Ouais. Mais pareil, à mon sens, c'est une conséquence de ce vide existentiel, d'une forme d'individualisme aussi. Effectivement, on se sert de l'autre pour se sentir exister, pour son propre ego, pour son propre moi. On est dans une société où l'homme s'est déifié lui-même, donc forcément tous les autres ne peuvent être, c'est une perspective utilitariste, que des instruments pour se valoriser. Il y a un énorme problème de narcissisme en soi. Et pourquoi aussi, il faut le préciser, effectivement ça va être difficile à entendre pour certains, je crois que je sais pas. Mais l'homme s'est coupé de Dieu pour prendre la place de Dieu. Et c'est ça le cœur du problème à mon sens. Et donc forcément, se coupant de cette hiérarchie naturelle, de son essence, de sa nature, l'homme ne peut que se couper aussi de la femme. D'accord, donc oui, toi tu expliques. Non, mais c'est très intéressant. Tout est lié, c'est voilà, ça. Non, mais c'est très intéressant parce que voilà, pour toi, c'est le péché originel, il est plutôt de ce côté-là, donc dans cette rupture. C'est le péché de la révolution. Le péché de la révolution, donc on va dire le renversement de l'ordre naturel, voilà, qui amène, voilà, pour conséquence donc cette souffrance vide existentielle. Parce qu'il n'y a plus de rôle, c'est ça, plus personne trouve son rôle. Il n'y a plus de charité, il n'y a plus de rôle.
il n'y a plus de transmission aussi, c'est-à-dire que, comme tu le sais, tous les programmes d'histoire sont démantelés, l'éducation ne remplit plus son rôle d'éducation, de toute façon le mot éducation n'a plus la même signification. Donc forcément, comment pouvoir trouver son rôle lorsque on ne nous l'a pas inculqué? Comment savoir qui l'on est et d'où l'on vient si on vient dans un monde où il n'y a plus de passé? Parce que la révolution, c'est table rase du passé. Et tout est dans un progrès constant, tout est constamment tourné vers l'avenir. C'est la France de demain, comme ils disent tous. Donc forcément, quels sont les repères? Et cela, ça ne peut que mener vers des chemins où justement, déjà, il y a une haine de soi, parce qu'on ne se connaît plus, on ne sait pas ce qui nous correspond. Et ça, c'est un grand fléau, ça entraîne aussi des dépressions, des crises existentielles. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se plaignent que les choses n'aient plus de sens dans leur vie. Et forcément, s'ils sont coupés de tout repère, s'ils sont coupés de leur passé, s'ils sont coupés de leur origine spirituelle aussi, comment voulez-vous qu'ils se déterminent? Comment savoir dans quelle direction aller? Et donc comment se comporter vis-à-vis des autres? Parce qu'aujourd'hui, les familles, par exemple, ça c'est une thématique en plus que j'avais abordée avec Sylvain Durin sur Patriarcat, Matriarcat, les familles sont complètement éclatées, voilà. Puisqu'il y a plus... Tout à fait. Voilà, donc ça participe de ce mouvement, parce que aussi ces familles éclatées, souvent, il faut bien le dire, dans beaucoup de familles, les mères, les femmes travaillent, n'ont pas souvent de temps, s'occupent des enfants, mais on le sait aujourd'hui, ils passent plus de temps à la garderie, à l'éducation et avec des nounous, forcément, etc. Voilà, c'est la double journée. Voilà. Donc en plus, ça met dans une position vis-à-vis de l'homme un peu, justement, on pousse encore ce principe d'égalité, et puis... de rancune aussi. De rancune, oui, tu penses, oui. Parce que c'est la haine et la division. Parce que la femme, après, elle met sa vie, entre guillemets, familiale et sa vie professionnelle un peu en concurrence. C'est quoi, elle doit faire un choix, ou alors juste... Qu'est-ce que tu dirais justement à ces femmes-là? Parce que je dis ça parce qu'il y a beaucoup de femmes là qui sont certainement en train de nous regarder, ou qui nous regarderont plus tard, et qui diront, mais attends, moi je travaille, je veux garder mon indépendance, je veux mon indépendance de femme. Toi, qu'est-ce que tu leur réponds à ces femmes-là qui disent, bah, moi je veux être indépendante, je veux travailler, je veux pouvoir m'assumer? Je pense qu'évidemment, en mon sens, c'est simple quelque part. Quand on est une femme et qu'on travaille, qu'on a des enfants, et qu'on est avec un mari qui travaille aussi, comment voulez-vous qu'il y ait une hiérarchie naturelle et épanouissante entre les deux, puisque la femme, effectivement, a son indépendance? C'est contestable, ce que je vais dire aussi, c'est ma thèse quand même aussi, il faut le préciser. La femme qui travaille est sous les ordres aussi d'un autre homme, d'un patron. C'est vrai, ça c'est vrai. Est-ce que c'est naturel? Effectivement, et la femme est coupée de son foyer. Vous voyez aussi la manière dont on présente les femmes au foyer. Déjà, elles sont présentées comme inactives. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une femme est inactive lorsqu'elle élève ses enfants chez elle, qu'elle prend soin de son mari, au lieu de payer une autre femme pour élever ses enfants et gagner le SMIC à la caisse d'un supermarché? Oui. Est-ce que c'est ça l'indépendance? Effectivement, le problème, c'est que ça crée encore une division et un ressentiment, parce que la femme est privée de son rôle de femme, l'homme est privé de son rôle d'homme. Il serait injuste que la femme se mette effectivement à avoir toutes les tâches ménagères si elle a désormais la même journée qu'un homme. Oui. Et c'est lié au fait à l'augmentation du taux de divorce aussi. Oui. 60% des divorces. 60% de divorces. Alors, il y a d'autres causes pour les divorces. Il ne faut pas le réduire à ça aussi. C'est vraiment... c'est complexe. Mais c'est... Voilà, enfin... Mais ça tient pas justement quand même... C'est une obligation aujourd'hui de travailler pour les femmes. Bah voilà, c'est ça. C'est quasi une obligation. D'ailleurs, le peu de politiques qui avaient proposé de payer les mères au foyer, ils se sont pris des volets de bois vert comme étant justement anti-féministes absolus. Oui, les féministes, effectivement... alors, certaines disent que justement, elles veulent laisser le choix aux femmes. Mais la conjoncture est telle que les femmes n'ont plus le choix. Le salaire des hommes est si bas que pour faire vivre une famille, c'est très difficile, c'est impossible. Donc la femme est forcée de travailler aussi. Il faut savoir aussi qu'à la base, les féministes qui ont voulu sortir les femmes de leur foyer, elles n'allaient pas travailler à l'usine. Hein. Oui. Hein, elles s'ennuyaient, c'était bourgeoise. Voilà. Aujourd'hui, c'est passé dans les
dans les mœurs aussi, en tant que femme. Il y a toute une perversion de la notion d'emploi, de travail aussi. On est considéré comme actif ou comme travaillant si on est salarié ou si on perçoit un revenu d'une activité. Et c'est un énorme problème sur le statut de la femme au foyer qui est constamment dévalorisé. Beaucoup de femmes au foyer culpabilisent de rester à la maison aussi. Bah, c'est vu, en plus, aujourd'hui, on va dire dans notre société moderne, une femme au foyer est vue comme un peu une arriérée, une femme qui n'a pas le choix. En fait, on pense que si elle est femme au foyer, c'est parce que soit elle ne peut pas travailler, pour raisons physiques, ou peut-être bien elle n'a pas les formations ni les qualifications, ou alors, si en plus elle a les formations et qu'elle dit « je le fais de mon choix », alors là, on la prend pour une rétrograde. On dit elle vit dans le passé, quoi. Oui. Et oui, ça détruire la famille. De toute façon, c'est la conséquence naturelle de détruire cet ordre naturel et catholique, hein, disons-le. C'est détruire aussi le pays, parce qu'un pays, c'est justement un ensemble de familles qui se transmettent de génération en génération. Bah, ce sont les mots de Baudeloménie, en fait. Tout un patrimoine, toute une histoire, tout un passé. Donc c'est l'éclatement des familles, en fait, parce que à ce travail des femmes est aussi lié notamment les divorces. Donc forcément, l'éclatement des familles, il n'y a plus cette transmission. Et on en revient toujours à ce problème d'absence de repères et d'absence de complémentarité homme-femme. C'est un cercle vicieux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, même aussi, il faut bien le dire, les hommes ne savent plus comment réagir avec les femmes. Ils ne savent plus sur quel pied danser, en fait. Normal, tous les codes sont brouillés. Tous les codes sont brouillés, non, mais Oui, il y a une détresse masculine. Il y a effectivement, comme disait une certaine personne, une misère du désir. On le voit très bien aussi avec le développement des coachs de développement personnel, les sites de drague, etc., qui réapprennent aux hommes, alors de façon codifiée et artificielle, à aller vers les femmes. Les hommes sont émasculés, effectivement, c'est vrai, parce que c'est la question du patriarcat. Et effectivement, Sylvain Durin travaille sur cette question avec brio, et il démontre que on tue le père et on tue Dieu, en fait. Pareil, on tue toujours cet ordre naturel. Et... Non, parce que moi, quand je vois, par exemple, aujourd'hui, la vision de certains hommes, on va dire, qui est basée sur la femme qui a deux aspects, c'est soit, entre guillemets, l'immonde, vous m'avez compris, ou alors la vertueuse, inspirée par la femme qui porte le voile, la femme... La mère, intouchable, on est presque au niveau... Voilà. Oui. Il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Donc finalement, c'est étrange qu'on en soit arrivé là. Ces deux images de la femme complètement opposées, contradictoires presque. Encore une fois, on est dans des extrêmes, il n'y a plus de juste milieu. On a perdu toute notion de tempérance, de juste milieu. Ce sont des vertus, la vertu de tempérance. Et on a perdu tout équilibre. Donc forcément, on a perdu toute complémentarité. Aussi, on revient avec ce que tu dis sur la femme considérée comme une catin, ou une amante, tout simplement, sexuelle, à l'assouvissement de ses propres fantasmes, à l'individualisme, au fait de se faire du bien en utilisant l'autre, parce que c'est le règne du moi. Et la vision uniquement sacrée de la maternité, on va dire, ça peut être aussi une déformation quelque part de la vision catholique, où il y a ce cliché de la femme catholique traditionnelle, quand même, il faut le dire, qui porte des robes longues jusqu'aux pieds, avec une tresse, des lunettes. C'est ça, c'est un peu ça. Oui, qui est au couvent, etc. quand même. Il n'y a plus le juste milieu. Forcément, ça discrédite l'image de la mère. Il n'est pas bon ton d'être mère aujourd'hui. C'est ce n'est pas très valorisé. Hein. Ce qui est valorisé, c'est la femme qui est carriériste, indépendante, la working woman, comme on dit, cet archétype. La femme libre. C'est ça. Mais, donc ça veut dire que cette image-là, alors elle est perturbée chez les hommes, perturbée chez les femmes aussi, parce que les femmes aussi, alors comment elles font pour se repérer? Parce que elles ont aussi, elles sont confrontées à ces deux visions aussi en tant que femmes. Ah oui, c'est très difficile. Hein. Ah oui, c'est... Non, parce qu'il y a une oppression en plus en tant que femme. Non, mais c'est vrai, il y a une espèce d'oppression quand même. On a assailli d'images, d'idéaux. Soi-même, on ne sait plus... du moins avant un certain âge, mais quand on est jeune, forcément on se cherche toujours, hein, c'est propre à l'adolescence en fait, et comme on n'a plus de repères, c'est encore plus compliqué. Et finalement, on prétend libérer la femme de toutes les oppressions, etc., pour la mettre dans un autre cadre, avec d'autres injonctions. Complètement, c'est un renversement complet. C'est un travail sur soi,
Oui, Non, c'est c'est très intéressant parce que très complexe. c'est complexe, mais en plus, c'est parce que cette idée quand même du féminisme est tellement prégnante, tellement importante, puisque Aujourd'hui, oui. là, en plus, toi, comment tu l'abordes, tu remontes voilà, aux racines, Aux entre racines, guillemets, oui, voilà. pour bien comprendre d'où vient le problème. Mais est-ce que ça veut dire que les femmes, allez, je fais mon avocat du diable, sous l'Ancien Régime, elles étaient plus heureuses, plus libres, plus épanouies, tu penses, qu'après la Révolution? À ce sujet, je me permettrai de conseiller vraiment un Mhm. film magnifique, c'est Les filles au Moyen-Âge de Hubert et aussi Les femmes au temps des cathédrales de Régine Pernoud, où D'accord, justement on voit que des femmes ont fondé des hôpitaux, des écoles. Les femmes avaient un rôle dans la société, elles avaient une place en tant que femmes. Et d'accord. Donc encore une fois, il y a un mythe, cliché il y a un total. mythe Ouais. oui, sur le Moyen-Âge, de toute façon, pas seulement sur ça, mais Mhm. c'est effectivement un des plus gros points. Oui, euh, Parce que la oui. Révolution, donc, voilà, nous a terni donc C'est aussi. pas, voilà, c'est pas Ouais. le sujet sur Mhm. lequel je me suis Mhm. spécialisée, mais effectivement, il y a des personnes qui ont travaillé justement à déconstruire ce Mhm. mythe, toujours d'obscurantisme lié à tout ce qui s'est passé avant la Révolution française. La Révolution française a apporté la liberté, en majuscule, donc forcément, la femme ne pouvait qu'être oppressée dans cette idéologie. Bah, surtout Alors que ce n'était pas mhm. autant le cas, non. Bah, on nous dit souvent que en plus, ce sont des femmes qui portaient les manifestations. Alors, les femmes étaient très actives dans cette révolution, Oui, semble-t-il. À lors la de la Révolution Révolution française, française, oui. on met des figures féminines en avant, Mhm. forcément. Mhm. Après, Est-ce que c'est la réalité? Bon, ça, oui. ça, je ne sais Mhm. pas s'il y en a Mhm. eu tant que ça. Je ne sais pas quel a Non, été le rôle. non, mais c'est très intéressant. Alors, il y a un autre sujet aussi, justement, qui concerne les femmes en ce moment et voilà, j'ai vu tout à l'heure qu'il y a certains qui faisaient des petites blagues là-dessus avec balance ton porc, etc. C'est le harcèlement, parce que Ah oui, bien sûr. c'est une réalité dans la rue. Je veux dire, l'homme qui veut affirmer le contraire est un hypocrite, là, vous le savez très bien. Mais donc ce harcèlement. Et toi, tu veux quand même faire le distinguo harcèlement-drague. Tu dis, voilà, il faut pas confondre. Oui, Ça effectivement. aussi, c'est encore en pleine période de tourmente Oui. contre le vent. Oui, oui, oui. Effectivement, on parle. Il y a quelque chose qui m'amuse au sens sarcastique du terme, hein. On parle de harcèlement de manière très abstraite. Le harcèlement de la part des hommes. L'homme harcèle la femme. Oui, mais qui? C'est toute la question. Euh, voilà, donc la drague. Enfin, il y a ce problème aussi des hommes qui ont peur d'aller vers les femmes. Alors là, il y a une confusion entre drague et harcèlement parce que il y a ces histoires de harcèlement qui sont véritables, hein, que je ne nie pas. D'ailleurs, Oui, je l'ai bien sûr, précisé dans la vidéo que j'avais réalisée sur ce sujet. Seulement, aujourd'hui, il y avait une notion, il y a un tableau qui circule, il y a des notions de harcèlement. Par exemple, Marion Séclin a fait une vidéo, marcher d'un point A à un point B dans la rue, et si un homme vient vous poser une question, c'est du harcèlement. Là, la limite devient, ça devient très difficile. Ouais. Toujours les extrêmes. Ouais, il y a encore les extrêmes, ouais. Parce que là, ça fait ces fameuses situations où les hommes savent plus sur quel pied danser, Voilà, finalement. oui, les hommes oui, sont tellement fustigés qu'ils ont peur d'aborder les femmes, qu'ils ne savent même plus quel code adopter, d'où, je pense, le recours à des sites avec des coachs de drague. Beaucoup de sites sont florissants, hein, avec des... C'est vraiment très codifié, hein. Il faut envoyer le texto le 3e jour. Ah, d'accord, il y a des techniques, bien élaborées, d'accord. C'est amusant, mais oui, ça dénote que les gens se perdent eux-mêmes aussi. Et oui, tu me demandais pour... Bah, c'est-à-dire que Oui. moi, quand je vois, après, si tu veux, les réactions en plus de certains hommes qui vont, juste comme on le disait tout à l'heure, traiter la femme soit d'horrible catin, soit justement, j'ose même pas lui parler sans me cacher le visage. Il y a une culpabilisation, oui. Ouais. Oui. Quand il y a eu le hashtag balance ton porc, on a vu des hommes s'excuser quand même et dire qu'ils avaient honte de ce que leur homologue masculin faisait. Il y avait... mais ce qu'il faut préciser, c'est que
Alors certes, il y a eu des violences, il y a eu vraiment des, voilà, des perversions, des insultes qui ont été faites, qui ont été dénoncées par ce hashtag, tout jugement mis à part sur le procédé. Oui. Voilà. Oui, Ouais. on pourrait dire quelque chose du procédé, effectivement. Voilà, mais il faut bien se douter quand même qu'à l'exception de celui qui a été porté à la une des médias récemment pour les excuses qu'il a présentées publiquement à une femme pour des mots grossiers qu'il lui avait dit, ce ne sont pas les harceleurs, il faut bien comprendre qu'ils vont lire les hashtags, qu'ils vont se mettre à culpabiliser, à regretter et à prendre conscience de soudainement, mince, j'aurais pas dû la siffler, j'aurais pas dû la frapper, c'est un problème beaucoup plus... La France, à mon sens, on perd la France en fait, tout simplement. Donc finalement, on perd aussi cette culture française de la galanterie. Ah bah, la galanterie, alors hormis le fait effectivement qu'il y a le harcèlement de rue, mais l'autre fois, il y avait un débat dans les grands médias, donc tout à fait des gens bien qui disent « Ah, mais c'est une oppression, la galanterie ». Oui, c'est vrai, j'avais oublié, excusez-moi, juste au moment. La galanterie, c'est... Oui, voilà, c'est une oppression parce que c'est... Voilà, ce serait faire, en fait, en gros, ce serait signifier aux femmes qu'elles sont femmes. Qu'elles sont inférieures. Et qu'elles sont inférieures. Et donc, en fait, si je t'ouvre la porte devant toi, c'est parce que t'es inférieur, tu peux pas le voir toi-même. Voilà, c'est ça. Donc, il faudrait, voilà, que je te laisse passer devant, etc. Alors, pourtant, enfin, moi, de ma génération, on a été élevé dans la galanterie parce que c'était une vertu et c'était positif. C'est une vertu. Et on disait, non, il faut être galant. Et aujourd'hui, on aura des générations, on va leur dire, pas bien d'être galant, puisqu'on leur apprend que c'est quelque chose au contraire de négatif et qu'il faut le bannir de ses habitudes. Oui, j'ai même des hommes j'avais lu des témoignages, qui se forçaient désormais à agir de manière indifférente, et donc forcément moins sympathique à l'égard de femmes, de peur que tout geste de galanterie soit qualifié de harcèlement. De harcèlement, tout à fait. On en vient au point où il n'y a non seulement plus de considération entre les deux sexes, il n'y a plus de respect, puis il n'y a absolument plus de points de contact, d'atteinte, de compréhension mutuelle. Et forcément, si l'homme et la femme ne se rejoignent plus dans une compréhension mutuelle, si on bannit toute complémentarité entre eux, tout amour entre eux, où est la famille? D'ailleurs, il y a des gros problèmes avec la GPA, la PMA. L'homme est tellement indésirable de nos jours que la reproduction ne passera bientôt plus par lui. Il y a un problème très très profond et très grave. Parce que, l'aboutissement du processus, c'est qu'on se passe de l'homme finalement à la fin. C'est qu'il n'y ait plus de sexe, je pense, qu'il n'y ait plus d'identité, qu'il n'y ait plus de genre sexuel, qu'il n'y ait plus de biologie, d'où le transgenre, l'hermaphrodite. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une vidéo, une utopie du XVIIe siècle. Jacques Sader, au pays... les Australiens, quelque chose comme ça, mettait en scène l'archétype du parachèvement de la perfection humaine de l'homme nouveau. C'était un hermaphrodite au XVIIe siècle déjà. Donc il y a cette volonté de destruction. On le voit avec la promotion des différents genres. Comme Chitaverse pour les autres. Voilà, c'est un archétype ni homme ni femme, ou mi-homme, mi-femme. Comme on veut. Oui, voilà. Et oui, donc forcément, la galanterie, c'est sexué, comme ils disent de nos jours. C'est genré. C'est genré. C'est un comportement masculin, vertueux. Ce sont des codes d'honneur, de chevalerie à l'égard de la femme. Et donc forcément, qui place la femme en position de femme vis-à-vis de l'homme. Donc c'est à bannir parce que on est toujours dans cet ordre naturel qu'il faut détruire à tout prix. Ouais, donc il s'attaque à un dernier rempart encore de cet ordre naturel qui était encore vivant et qui est en train de dégager sous leur impulsion. Mais c'est assez incroyable. Parce que il y a donc, toi, dans ta démarche, est-ce qu'on peut le dire que justement, ce serait plutôt une réconciliation homme-femme, ce que tu prônes, plutôt qu'une... Parce que les méchantes langues qui parlent de division, soumission, mais c'est peut-être l'inverse finalement, parce que toi, j'ai l'impression que tu recherches à remettre une harmonie qui a disparu, non? C'est ça, ou en tout cas, il expliquait aux gens que, en tout cas, elle a dit qu'il faudrait que ce serait utile ou intéressant de la remettre en place, quoi, cette harmonie, quoi, non? Très précisément, en fait, ma démarche... Non, mais vas-y. Je vais expliquer le fond, effectivement, je ne l'ai pas fait. Part du fait que le féminisme et cette division étant une conséquence, les gens en souffrent concrètement dans leur vie quotidienne. Donc c'est un constat que quelle que soit votre orientation politique, vous pouvez percevoir, ressentir, que ce soit avoué ou non.
Et en partant de faits qui nous touchent au quotidien, on est dans un niveau accessible pour tout le monde. On est dans l'ordre de l'émotionnel. Et si on peut partir de là pour remonter aux causes premières, on peut aider les gens à comprendre en creusant où est la racine du problème. Et effectivement, c'est pour ça que j'aborde ces conséquences beaucoup sur ma chaîne, parce que j'aimerais apporter effectivement des petits anti-inflammatoires, je vais dire ça comme ça, du quotidien. Ce sont des questions passionnantes aussi. Le temps de trouver une manière d'administrer l'antidote pour finir ce renversement justement de la révolution. Et on parlait de... Non, mais justement... Oui, tu me disais... justement, de cette réconciliation dans ta démarche, quoi, de réconcilier un peu les hommes et les femmes, quoi, en tout cas... De restaurer l'ordre naturel, la complémentarité, exactement, oui. Mais je sais pertinemment que ça sera limité, en fait, au niveau de la portée, tant qu'il restera l'idéologie dominante et qu'on baignera dedans. Parce que sans cesse, on subit de nouveaux assauts. D'ailleurs, tu penses que toi, justement, cette démarche-là, elle peut trouver un débouché politique, un ressort politique? Parce que j'ai l'impression que ils auront peur, parce que c'est déjà quand tu t'attaques à l'antiracisme, t'attaques au féminisme, à l'antiracisme, c'est encore un autre totem, quoi, de l'idéologie dominante. Exactement, quoi, le féminisme. C'est comme une hydre avec plusieurs têtes. Voilà, ouais. Alors, au niveau politique, il faut en finir avec la République des Lumières. Mais il faut toujours remonter au cause. Voilà, c'est le seul débouché possible pour régler beaucoup de maux et restaurer la France, qui est éclipsée actuellement par l'anti-France, par cet autre pays, cette autre patrie, en fait, comme dit Jean Duguerry. Et c'est là tout le cœur vraiment du problème sur lequel il faut s'attaquer. Et on peut commencer à aider les gens à y réfléchir en leur montrant les conséquences de ce qu'ils subissent au quotidien et amener une réflexion sur soi-même. Et c'est vrai que c'est ma démarche aussi, par rapport à cet anti-inflammatoire, c'est d'aider les hommes aussi. Enfin, seule une femme peut dire aux hommes, redevenez des hommes, enfin, soyez fiers d'être des hommes. Mais c'est le rôle d'une femme, concrètement. Raison, parce qu'un autre homme qui dit ça, c'est du test. Revenez des hommes, le mec il va se faire casser la gueule le lendemain. Quoi. Je suis pas un homme, moi. Il y a ça, et il sera moins écouté. Parce que les hommes cherchent, on le voit avec ces sites de drague, tout ça, vraiment à comprendre les femmes, à savoir ce que les femmes veulent, comment fonctionnent les femmes aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de référence des codes naturels. Donc, il n'y a qu'une femme, et c'est le devoir des femmes de prendre la parole et de dire nous sommes des femmes et nous sommes bien dans notre peau, et on a besoin de vous, les hommes, soyez des hommes pour nous permettre aussi d'être des femmes, et réciproquement, parce qu'on fonctionne ensemble, on est indissociables. Voilà. Est-ce que tu ne penses pas aussi que justement les qualités d'un homme aujourd'hui requises par les femmes sont plus restreintes, ce que reprochent beaucoup, à son pouvoir matériel, on va dire au pouvoir de sa matérialité, plutôt qu'à ses qualités propres en tant qu'homme? Et que, on va dire, dans l'idéologie dominante, on admet qu'on dit un homme riche pourra avoir toutes les femmes qu'il veut, entre guillemets. Ça a été d'ailleurs un des sujets mis sur la table avec l'affaire Weinstein. À savoir, certains commentaires, certaines personnes pensaient, ou du moins pardonner entre guillemets le comportement de l'homme parce que justement il est riche, donc il peut avoir la femme qu'il veut, et en soi c'est naturel pour un homme, etc. C'est pareil, on tombe dans un autre type de perversion. Ce que je constate par rapport à tes propos, c'est qu'effectivement, beaucoup d'hommes se plaignent de femmes vénales croisées. Il y a un gros problème avec ça. C'est quelque chose qu'on entend de façon récurrente, c'est pour ça que je t'en parle. Il y a une question que je me pose, et c'est une question ouverte, si personne ne va y répondre. Les hommes qui ont été effectivement victimes de ces femmes vénales, n'ont-ils pas aperçu que ces femmes ne s'intéressaient qu'à leur argent? N'ont-ils pas su voir dans l'intention de la femme, dans son comportement, cela? Il y a des questions aussi à se poser à ce sujet. L'homme naïf, l'homme un peu bercé par le charme, Je sais pas. Non. Je sais pas, c'est une question... on est tous des canards au fond. Tu connais, il y a un côté canard chez chaque homme. Est-ce que ce n'est pas un problème de vertu aussi difficile que ça puisse être, hein. Je ne suis pas un homme, je ne peux pas juger à quel point c'est difficile, ça demande des efforts. Mais est-ce qu'un homme vertueux ne peut pas essayer justement d'être moins
dirigé par s'élever en fait. Bah, on a appris, et en plus on est dans ce monde-là où on Oui. dit il faut dire oui à tout ce que les femmes disent, tout ce qu'elles amènent. Alors c'est vrai que les hommes sont D'ailleurs, parasités de tentation bah, partout. Oui. partout, d'ailleurs, une femme dans la société qui, voilà, on va dire une fille qui serait jeune, jolie, etc., quelque part, elle a presque le monde à ses pieds. Enfin, moi, le nombre, par exemple, de copines qui, lorsqu'elles se retrouvent dans une situation, arrivent à s'en sortir, alors que dans cette même situation, aucun homme ne s'en sortirait. Par exemple, elle peut prendre le train sans prendre son billet. Et puis, quand elle va tomber sur le contrôleur, excusez-moi, monsieur, avec un joli sourire, etc. Et c'est comme une lettre à la poste. Je veux dire, pas beaucoup d'entre nous, avec un joli sourire, n'arriveront à convaincre le contrôleur. Étonnamment, les féministes ne s'en émeuvent pas. Hein. Oui, c'est... c'est de la discrimination pour ça. Hein. Oui, voilà. Hein, moi, j'ai déjà vu, vous avez le nombre d'exemples, je suis sûr que, voilà, ou même quand on est confronté, voilà, au volant à la police, madame qui brûle un feu, c'est pas comme monsieur qui brûle un feu. Souvent. Ah, excusez-moi, je l'avais pas vu, monsieur l'agent. Oui. Allez, madame, ça passe pour cette fois. Moi, j'ai brûlé le feu, là, on va retirer 3 points, vous inquiétez pas. Et donc, est-ce que justement, on n'est pas un peu... est-ce que l'homme, dans cette société, justement, où il a du mal à trouver sa place sans la matérialité, il a été justement castré de tout le reste, quoi. C'est-à-dire, le seul homme de pouvoir, au sens pouvoir matériel, a, on va dire, cette disposition-là, pouvoir rivaliser entre guillemets avec les femmes, mais les autres sont sur la touche. Et finalement, d'ailleurs, est-ce que c'est même pas, on n'est pas arrivé à un point où c'est même les femmes qui choisissent les hommes aujourd'hui, justement, tellement, finalement, c'est elles qui choisissent. Est-ce que c'est un homme qui choisit la femme ou une femme qui choisit un homme aujourd'hui? Mais il faut se demander dans quel but on fait un tel choix. C'est intéressant. Mais oui. C'est Je veux dire, déjà c'est la première question. Dans quel but se faire ce choix-là? Choisissent-elles un partenaire d'une nuit? Choisissent-elles un mari? Donc forcément, c'est une disposition psychologique différente. C'est une démarche différente. Et pareil pour l'homme de pouvoir qui abuse de son pouvoir pour collectionner les femmes. Moralement, est-ce un homme heureux? Est-ce un homme qui est dans autre chose que la consommation? S'il est dans les trophées... N'est-ce pas limité? Je pense que c'est justement pour ça qu'il faut remettre les vertus morales et théologales au cœur de nos vies. Parce que les hommes et les femmes qui prétendent choisir, etc., cumuler des aventures pour entrer dans ce sujet, ne sont pas bien heureux, au final. Il y a un isolement, il y a une solitude, il y a un vide existentiel qu'ils tentent de combler par une accumulation de conquêtes. Par une accumulation de conquêtes, c'est... Pour se sentir aimé. Voilà, je pense que le problème, il vient il y a un énorme problème, il y a un énorme travail psychologique. Parce que pour renverser... Alors oui, parce que là, pour renverser donc, ce paradigme-là qui s'est imposé, parce que ça commencerait donc aussi dès l'enfance, parce que c'est toute la société qui a été contaminée par cette mentalité. Oui. Ça va de l'école au film, voilà, c'est un conditionnement général. Mais oui, c'est un conditionnement permanent, général. Effectivement, tu cites les films, les musiques. Quand on regarde un film, qu'est-ce qu'on constate? De toute façon, le divertissement, c'est le moyen le plus utilisé, le plus facile de faire passer une idéologie, de faire accepter des nouvelles normes, de pervertir justement cette morale. On constate toujours que dans les films, il y a non seulement confusion entre la passion et l'amour, il y a toujours une histoire d'adultère, il y a toujours un divorce, une séparation, mais c'est pour le bien de l'héroïne qui était amoureuse d'un autre homme et on ne peut pas du coup l'empêcher de vivre son... Il y a toujours des histoires comme ça, toujours dans les films modernes. Dans les chansons, c'est la même chose. C'est la femme qui a un rôle de séductrice qui dit à l'homme je vais te séduire, je vais te faire tourner la tête, tu vas être accro à moi. C'est toujours ces mêmes paroles dans la pop. Hein. Écoutez ça toute la journée, voyez ça toute la journée dans les films. N'ayez plus de repères, n'ayez plus aucune vertu, n'ayez plus aucun tuteur moral, éducation complètement mutilée, privée de toute religion aussi, de toute spiritualité. Oui, toute spiritualité, oui, c'est vrai. C'est important. Ouais. Les limitations, les gens sont dans l'imitation aussi dans le comportement. Oui, complètement. Ils se cherchent, voici des modèles, en permanence, des modèles qui en plus donnent une apparence de bonheur. Les gens recherchent le bonheur naturellement, ils sont coupés de leur nature, ils ne savent même plus quelle est leur fin, leur accomplissement, leur bonheur. Ils dévient, c'est un déséquilibre vers ce qui ne leur correspond pas.
En plus, c'est quoi? C'est une recherche en plus de l'instant aussi. Alors, De l'éphémère. de l'éphémère, il n'y a plus la projection, parce que peu de... Autant le dire, peu de femmes aujourd'hui, je suis sûr, d'une vingtaine d'années qu'on interrogerait, on va leur dire, mais qu'est-ce que tu rêves de faire les 20 prochaines années? Alors, très peu vont te dire, bah, élever 4 mômes Oui, chez moi. Ça, justement, le mariage désormais est considéré comme une prison, une entrave à la liberté. Voilà, Toujours. complètement. Ouais, ouais. Oui, parce que c'est l'idéologie du désir aussi, c'est la jouissance du moi, etc. Donc forcément, le mariage, qu'est-ce que c'est? C'est un état qui implique la fidélité, qui implique des devoirs, effectivement, qui implique d'élever des enfants, qui implique de se soumettre à son mari, son guide, son époux, qui implique de le soutenir pour le meilleur et pour le pire, de le chérir toute sa vie. Ouais. On est au-delà de l'émotion, et l'émotion, c'est l'instant. Et on est dans une ère d'émotionnalisme, de sentimentalisme. Il n'y a plus que ça qui est valorisé. Parce que, justement, on tient les hommes et les femmes par ces expressions de désir. C'est ce qu'on peut appeler aussi le consumérisme. Alors ça, c'est marrant, tu parles de sentimentalisme. Mm. Et est-ce que justement, cette vision du sentimentalisme, le pathos qui règne dans la société, à beaucoup d'égards, c'est une réalité. D'ailleurs, aujourd'hui, on est même enjoint à se conformer au pathos général quand il est donné par un média sur tel ou tel sujet. Est-ce que ça, c'est proprement justement une vision féminine des choses ou tu penses que non, c'est plutôt ce dévoiement de la société qui a amené à ça? Je pense que c'est... Non, je pense que on passe à côté, je vais me répéter, hein, des causes, etc., si on cadre ça uniquement dans une vision féminine. Parce que la vision féminine est même, certes, plus portée sur l'émotion, la compassion, l'intuition, l'empathie. Mais en soi, c'est une déformation. On est surtout dans une déliquescence des esprits, dans une atrophie des cerveaux, à savoir que l'éducation, il y a ce problème très grave de l'éducation aujourd'hui. On constate l'appauvrissement du niveau, l'illettrisme grandissant des élèves, le massacre de la langue française, le fait que le langage soit binaire aujourd'hui, plaisir, déplaisir, et ça s'arrête là. Et les nouvelles méthodes de lecture qui ne font travailler que la zone gauche du cerveau, à savoir la zone dédiée à l'imagination, à l'interprétation, à l'émotion, à la créativité. Cette zone est surdéveloppée, tandis que le cerveau droit, siège de la raison, siège du raisonnement, de la pensée analytique et atrophiée. Notamment avec l'enseignement de la grammaire, par exemple, dont les heures diminuent drastiquement. Le fait... Ah bah, ils veulent virer le passé simple aussi, carrément, comme ça. Mais oui, j'ai vu. Tout oui, voilà. Oui, tout ça. Exactement. On appauvrit complètement, en plus, le champ lexical des gens. Il y a plus, on appauvrit. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'en dénaturant les matières, en les rendant plus abstraites, par exemple en privant même les élèves de faire du latin et du grec sous prétexte que ce n'est plus utile, ce sont des langues mortes, on supprime toute une gymnastique de l'esprit qui nous permet d'avoir un bon raisonnement, de faire preuve de bon sens. Et donc forcément, on obtient des individus tout juste aptes à l'exécution de tâches qui sont aisément manipulables, puisqu'ils ne réagissent que par l'émotion, ils y sont conditionnés depuis l'enfance. C'est facile ainsi, de dire après que le peuple est souverain. Ouais. C'est, voilà. Alors, est-ce que... Tiens, je vais me poser une question impolitiquement correcte ou politiquement incorrecte, comme vous voulez. Les différences, par exemple, on observe que même si ça énerve certaines féministes, que les hommes sont beaucoup plus présents dans l'art, dans tout un tas de métiers, etc., dans les cuisines, la politique, etc. Est-ce que, justement, les hommes qui sont présents dans ces métiers-là n'est pas le fait, et il y a des femmes en politique, mais les hommes supplantent les femmes, même quand on force à mettre parce qu'avec la loi de la parité, on force l'égalité absolue des candidats, etc. Bon, sachant qu'ils ont du mal à trouver des femmes, parce qu'il y a moins de femmes qui s'intéressent à la politique, de facto. Et n'ont pas la même force de travail. Voilà. Alors, voilà, tu veux te faire des copines. Tu veux te faire des copines. On n'a pas la même endurance. Et après, ce que je veux dire, moi aussi, certainement, est-ce que on pourrait expliquer que l'homme développe des stratégies de compensation parce que, entre guillemets, voilà, un exemple pour illustrer, bien comprendre, le poète, c'est l'homme qui ne sait pas parler aux femmes, mais qui va faire le poète. Alors que finalement, les femmes, pourquoi on les trouve beaucoup moins justement dans ces métiers dits de talent? Parce que sa position naturelle lui permet justement d'éviter ces stratégies de compensation. Entre guillemets,
le monde lui est beaucoup plus facilité par rapport à un homme, au sens où, voilà, on pourrait prendre l'exemple pour illustrer aussi, entre guillemets, une femme qui vient d'origine immigrée, euh, très jolie, etc., même si elle vient d'un quartier pourri, elle aura peut-être beaucoup plus de chances que les hommes dans ces mêmes quartiers parce que on va lui ouvrir des portes naturellement. Est-ce que tu penses que ça aussi, c'est une réalité ou pas? C'est complexe comme C'est question. un peu complexe, ça, j'avoue. Oui, 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 oui. Euh, Ça mêle plusieurs choses. Oui. une femme n'aura pas que des facilités dans certains coins, hein. Mm. Elle Ah, aura oui. aussi, ni dans sa vie de femme. Euh, et la question, c'est Bah, est-ce que précisément. justement, c'est pour ça qu'on trouve moins de femmes finalement à Ah, cause de dans tous ces métiers, voilà, dans l'art, souvent, puisqu'on sait même, ça va dans des choses, parce que c'est même paradoxal dans certains secteurs, puisqu'il y a des secteurs qu'on dit réservés aux femmes, et pourtant, les gens les plus emblématiques, les plus connus sont des hommes, comme dans la cuisine ou la couture. Avec, voilà, on connaît beaucoup plus de couturiers hommes que de femmes. Même les femmes, je suis sûr, elles citeraient plus d'hommes que de femmes. Et pareil dans la cuisine, on voit bien que tous les grands chefs sont des hommes. c'est Et vrai. pourtant, on dit que la cuisine serait l'apanage de la femme. Domaine Voilà. Voilà. purement féminin. Je ne sais pas, Donc honnêtement. c'est pour expliquer un peu justement cette contradiction, cet état de fait. Alors, dans la bouche des féministes, on dirait que c'est le méchant homme qui oppresse et puis qui Oui, il a tout pris, même là où les femmes excellaient, il a fait exprès de. Mais dans la réalité, on sait que c'est pas tout à fait vrai, puisque je veux dire, les grands chefs sont les grands chefs. C'est pas, ça n'a pas été décrété comme ça. C'est le fait, quoi. à mon sens, il n'y a pas la même force de travail, il n'y a pas forcément les mêmes responsabilités pour un homme et une femme. Mhm. Euh, Ça paraît un problème pour les féministes, effectivement, de mettre sa carrière de côté pour élever des enfants. Mais il faut quand même penser que la femme a la responsabilité de la maternité. Ou que elle est. Après, je ne sais pas pour les Mhm. domaines que tu cites. Pour la Mhm. politique, par exemple, ça ne m'étonne pas du tout. La plupart des femmes ne s'intéressent pas à ce Elle domaine. s'intéresse pas à la politique. Par contre, ça me paraît plus lié aux différences de fonctionnement psychologique. Mhm. La femme est, en général, je parle vraiment dans des grandes généralités, ça dépend des fonctionnements aussi, moins attirée vers tout ce qui est idées, abstractions, métaphysique, ce genre de concept, d'idées pures en fait. Parce qu'elle est plus ancrée dans la terre, dans ce qui est charnel, dans ce qui est euh, en général maternel, etc. D'accord. Ah, tu vas te faire des sacrées copines. Et... J'en ai déjà pas beaucoup. Oui. Non, mais pour expliquer, ouais, voilà, ces différences, parce que ça, c'est un argument qui est repris souvent par justement les groupes féministes qui nous parlent d'oppression. Alors, il y a eu, on le sait par exemple, alors il y a l'exemple qui est très emblématique de la Norvège, qui a mis en place ces politiques qu'on connaît, d'égalitarisme absolu, mais eux depuis 30-40 ans, Oui. hein, donc Le avant pays nous. Hein. Donc on en voit aujourd'hui les conséquences, et c'est assez incroyable. C'est que la conséquence est que on se retrouve dans des secteurs donnés avec majoritairement des hommes et majoritairement des femmes. Mais avec, quand on dit majoritaire, ce sont des taux qui dépassent les 90%. Oui. Par exemple, voilà, dans le cas norvégien, il citait les infirmières à l'hôpital, 98% de femmes. Et le secrétaire aussi, Et voilà. j'imagine. Et Oui, oui. puis inversement, ingénieur en bâtiment, Oui. 98% d'hommes. C'est-à-dire qu'en fait, la possibilité de donner à chaque sexe indifféremment le choix d'aller dans la filière voilà, qui veut, bah en fait que les sexes se séparent complètement. Bien sûr, ça montre qu'il y a des penchants naturels Ouais. inhérents à chaque sexe. Ça montre aussi, et ce n'est pas une tare, qu'il y a des aptitudes différentes chez chaque sexe. Effectivement, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes dons, n'ont pas les mêmes qualités, n'ont pas les mêmes vertus. Et on voit comme un principe de sélection naturelle qui se maintient. Il y a aussi des problèmes de carrière, à savoir, déjà il y a le fait qu'une femme n'ait pas la même endurance physique qu'un homme pour supporter la même charge de travail. Et au nom de l'égalité, on ne peut quand même pas imposer par exemple à une femme enceinte de 7 mois de travailler autant qu'un homme. Oui, puisqu'il ne faut plus faire de différence entre les sexes finalement. Ouais. Bon. Il y a ce problème-là, il y a aussi le fait que les femmes sont confrontées à la maternité généralement aujourd'hui et que on les pousse justement, en vertu de cet éclatement des familles, à délaisser cet aspect de leur vie. On fustige la maternité beaucoup.
Mais au fond, on ne peut pas échapper à cet ordre naturel. Oui, parce que, bah, tiens, en parlant de maternité, moi, il y avait un exemple qui m'avait choqué à l'époque, c'était Rachida Dati, Oui, qui avait repris son ta travail, césarienne, voilà, je crois, 2, 3 jours après, je crois, oui. elle était, voilà, genre, et c'était en plus, elle disait, ah oui, mais non, mais moi, je suis comme ça, je Oui, suis... c'est pas la réalité. Ou alors, bon, Et ça, c'était un peu, c'était quand même un sacré message, quand même, qui était donné aux oui. femmes, là, pour leur dire, maternité, c'est rien, quoi, c'est... Oui, d'ailleurs, on a réduit le congé de maternité des Et femmes. d'ailleurs, on a réduit le Oui, produit de flash, oui, ouais. oui. Mm. Effectivement, oui. Les femmes sont culpabilisées de retourner à la fin, de désirer la maternité, de le rôle de famille, etc. Oui, mais c'est nécessaire à l'éclatement des familles aussi. Parce que finalement, la femme aussi, c'est le socle de la famille. C'est un peu le... Ouais. Les deux, l'homme et la femme, en fait. Mm. Mais si on les tire chacun à l'inverse de leur rôle, la famille ne peut plus continuer. Et l'homme et la femme qui sont séparés aussi toute la journée et qui font face à des contraintes au quotidien, matérielles, psychologiques, etc., sont moins disposés à faire preuve d'amour et de dévotion et à se servir mutuellement, sachant qu'eux-mêmes, dans leur vie, séparément, ils ne sont pas dans des dispositions intérieures adéquates pour remplir leurs devoirs. Mais est-ce que ta vision, alors, on pourrait la mettre en perspective avec le féminisme dans l'islam et je fais mon avocat du diable, là, forcément, mais on peut se demander, c'est une question, je trouve, légitime, dans la mesure où moi, j'ai vu beaucoup de musulmans te soutenir en disant bah, c'est génial, voilà, elle a une vraie vision des femmes, etc. etc. Est-ce que justement cette vision que tu apportes, elle n'est pas proche de la vision des femmes dans l'islam? Je n'ai aucune connaissance de la vision des femmes dans l'islam. Moi, je prends une vision catholique, mais je pense que si des personnes musulmanes, effectivement, se retrouvent dans ce que je dis, même si j'observe beaucoup de respect envers la religion catholique de leur part, justement, d'autant plus qu'on défend nos racines, c'est simplement, je pense, parce qu'on a en commun le fait de défendre des valeurs traditionnelles et naturelles. Et qu'il y a une recherche d'élévation morale et spirituelle. D'accord. Je pense que ça vient de là. En tout cas, dans certains messages, c'est l'entente, je crois. Ah bah c'est intéressant, parce que non, j'ai vu que tu avais beaucoup plus que... Oui, oui. Après, ce que tu mets en exergue, c'est un commentaire féministe. J'ai eu plusieurs commentaires de féministes ou de personnes associées à ça qui me disent oui, t'as plus qu'à te voiler, c'est bien, c'est la vision. Bon, voilà, donc toujours à réduire à des extrêmes. Mais je peux pas répondre. Et est-ce que aussi, alors, puisque. Est-ce que d'ailleurs tu te revendiques catholique parce que tu. Je suis catholique. Tu es catholique, voilà, donc les choses sont claires. Oui. Non, parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent revendiquer voilà, la culture, mais sans être vraiment pratiquant. On ne peut pas... Bon, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, en fait. Parce que dire... Comment peut-on... Comment peut-on se revendiquer d'une conviction sans la mettre en pratique dans sa vie? Bon, une question donc ouverte. voilà. Mais non, bah écoute, c'est bien de le préciser. Et donc, est-ce que tu penses que justement, toi tu dis, donc les femmes ne seraient pas oppressées dans le catholicisme? Parce que si j'écoute les féminismes, le catholicisme est un vecteur d'oppression des femmes. Il y a différentes thèses sur le sujet. Il y a même il y a une thèse aussi quand même qui dit que le féminisme vient d'un fondement catholique chrétien. Non, alors bon... Parce que je dis ça parce que quand je mets en parallèle, si tu veux, par exemple, le catholicisme et le protestantisme, ils sont complètement à l'opposé sur cette question. Le protestantisme admet qu'il y ait des femmes pasteurs, qu'il y ait une espèce d'égalité profonde. Alors, c'est pas une question d'homme-femme, je pense. Hein, c'est une question de destruction de la liturgie. Et, D'accord. on est plus dans un culte humaniste, à mon sens, qu'une question d'homme-femme, de sexe, en fait. Hein. Mais pour toi, il y a, donc dans la religion catholique, on pourrait pas dire que ce soit une religion vraiment spécialement oppressante pour les femmes? Non, c'est une religion. Non, le catholicisme, c'est vrai qu'on s'arrête à la femme, au verset femme, soyez soumise à vos maris.
Enfin, moi, je conseillerais quand même à mes détracteurs, juste pour leur culture personnelle, de prendre la peine de lire la Bible afin voilà, de savoir de quoi ils parlent. Il y a de nombreux exemples de femmes qui ont joué un rôle essentiel dans la Bible. On peut également citer notre très sainte Vierge Marie qui a porté notre sauveur. Donc, enfin, vous voyez, la place de la femme est immense en fait. Oui, il y a Vierge Marie, mais à côté, on a l'impression Absolument. qu'ils ont sali un peu les autres femmes, non? Je sais pas, Marie-Madeleine surtout. Sally, Marie-Madeleine. Ouais. Bah, Euh, Marie-Madeleine, non? Pas sali? Ah, pas du tout. Ah, d'accord. Euh, Ce n'est pas une péripapéticienne comme. Elle a vécu effectivement dans le péché Mhm. et elle s'est repentie de toute son âme et Jésus lui a pardonné. D'accord. Et il y a effectivement cette scène où elle baigne, elle lave les pieds de Jésus Mhm. avec ses parfums et on cherche effectivement à la repousser. Et Jésus dit non, laissez-la faire parce que justement, c'est comme si elle s'humiliait, qu'elle humiliait toute sa vie passée au pied du Sauveur et lui témoignait ainsi à sa manière son amour et sa soumission. Et il la relève, Mhm. enfin, il lui pardonne. Euh, il y a des proverbes aussi, de magnifiques proverbes dans la Bible. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Aussi d'autres proverbes très beaux où justement c'est l'éloge de la femme vertueuse dans les proverbes où justement on dit qu'une femme qui travaille, une femme qui est de la bonne humeur, qui prend soin de son mari, etc., c'est un trésor pour son mari. Je ne sais plus le mot exact, mais enfin, la femme, c'est une bénédiction. Un homme qui trouve la femme, sa femme, en fait, qui lui correspond, et ils sont chers de leur chair, en fait. Il y a une union. Et il est écrit aussi, certes, femmes, soyez soumises à vos maris, mais le mari doit être prêt à mourir pour sa femme, pour la défendre. Ce sont des versets dans Éphésiens, si je ne me trompe pas. Et l'homme a je pense, enfin, je trouve des responsabilités, des devoirs très très grands envers la femme, peut-être plus que la femme envers l'homme dans la Bible. D'accord. Parce qu'il doit la protéger, il doit être prêt à mourir pour elle, il doit également l'aimer, aimer vos femmes comme vous-même. Et celui qui n'aime pas sa femme ou celui qui trompe sa femme, il ne s'aime pas lui-même. Enfin, voilà, il faut absolument. Mais par contre, Oui, au niveau quand même de l'Église conciliaire, on observe qu'il n'y a pas de femmes. Il n'y a aucune femme dans les institutions de l'Église conciliaire. C'est interdit. Il n'y a pas de femme évêque, il n'y a pas de femme pas prêtre. encore, mais c'est en discussion. Enfin, D'accord, oui. Ils en discutent avec le nouveau on, pape, ce serait pas étonnant, mais. on discute déjà du célibat des prêtres. On remet en question le célibat des prêtres quand même. Il y a des discussions. D'accord. Donc, bon. Bon, les catholiques se protestantisent alors. C'est un œcuménisme. Oui, Ouais. effectivement. C'est une adaptation effectivement au protestantisme de toute façon. C'est la révolution dans l'Église. Ouais. C'est la révolution partout, ouais. Oui. Non, parce que c'est une question, parce que j'imagine que quand tu dois te retrouver avec certaines contradicteuses, oui, contradicteuses, Ah ben, qui doivent te le balancer, des oui, mais contradicteurs. voilà, qui te le disent, oui, mais non, mais attends, la religion catholique, il n'y a pas plus, entre guillemets, macho et anti-féminin, et puis, mais là, bon, toi, tu leur ramèneras des arguments, quoi. Des versets, oui. Ouais. Oui, il y a souvent, enfin, tu sais, c'est une méconnaissance en fait. Ces personnes-là n'ont jamais lu la Bible et ont évidemment la vision anticléricale et républicaine de la religion catholique. C'est, en un sens, je peux le comprendre. Parce que si on n'a pas reçu l'éducation religieuse et si on se base uniquement sur ce que l'on voit à l'école et dans les médias, comment penser autrement? C'est très très difficile à ce sujet. Et je dis ça parce que je viens d'une famille athée et de gauche. D'accord, donc Voilà. toi, en plus, c'est un parcours Ah oui, personnel. ça, Ah oui, voilà. Oui, c'est pas familial, ouais. Ah non, je tiens à le préciser, voilà, j'ai été justement dans l'autre bord, comme on dit. D'accord. Donc j'ai fait ce cheminement, donc c'est possible. D'accord, oui, ah non, c'est un parcours personnel. Non, mais c'est bien de le préciser, ouais, que C'est important, je c'est pense. pas le milieu donc où t'as baigné. Bon, Oui, voilà, pas du tout. ah, il est à l'inverse carrément. Ouais, c'est Oui, intéressant alors, carrément. tout est possible. Et, Oui. et donc quel avenir, toi, justement, tu penses qu'on pourra avoir pour cette vision-là que tu défends, parce qu'elle passe par clairement un réenracinement, rechristianisation, accessoirement aussi quand même, et Pour redevenir français, oui, c'est redevenir français, indispensable. ouais. C'est Ouais. la base. Donc ça, c'est ça l'avenir comment tu vois toi aussi, et aussi justement l'avenir par rapport quand même aussi à une évolution sur cette idée des relations hommes-femmes, de Ces la place relations des hommes-femmes femmes. rentreront naturellement dans l'ordre si effectivement on rechristianise la France.
part, c'est mal dit peut-être dans le sens où quand on prononce ce genre de paroles, les gens croient qu'on va les convertir de force. Ouais. Alors qu'on ne forcera personne à croire, Ouais. simplement retrouver la France telle que, voilà, la France et non pas la République, la France est née du baptême de Clovis. Ce sont plus de 13 siècles effectivement de royauté. Le catholicisme est toujours présent dans nos institutions aussi, dans notre culture malgré tout. Donc c'est simplement... Toi, tu dis la rechristianisation, de façon, remettra un ordre naturel qui, justement, c'est va... une nécessité. Ouais, ouais. C'est une nécessité, c'est un assainissement. Après, le problème n'est pas de se demander quel est l'antidote. Si c'est la rechristianisation, le gros problème, c'est comment l'administrer. Comment faire en sorte que... comment lutter contre le mensonge ambiant, on va dire ça comme ça. Ça va être un combat très difficile, parce que là, il faut virer la République, clairement. C'est ça. Ou pas. Et comme La disait République. Christophe Barbier, si 20% des Français, 80% des Français, non, c'est Mélenchon qui dit ça, 80% des Français veulent éliminer la République, il faudra qu'on la sauve. Bah, oui, c'est la liberté ou la mort. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est pour ça qu'il est nécessaire de prendre conscience du fait que la République dite française n'est pas un simple régime politique, mais une religion en soi. Et c'est une idéologie, c'est une philosophie. Et en fait, ce n'est pas l'informe des institutions qui est ici visée, c'est cette idéologie, ce conditionnement, dont on observe les conséquences, dont le féminisme. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est tellement complexe, oui, il faut détailler, parce que c'est vrai que ça paraît très choquant comme ça. Toi, tu dis que justement que les... Parce que tu fais quand même, donc tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais il y a quand même donc grosse différence entre femmes de gauche, femmes de droite, où selon toi, enfin les féministes, une femme de gauche serait beaucoup plus matérialiste, se sacrifierait pour sa carrière et voilà, ne ferait pas d'abnégation pour son mari, ses enfants, mais penserait entre guillemets à son individu, alors que la femme de droite est prête à un sacrifice, à penser à ses enfants, voilà, au bien-être de son mari et de sa famille avant de sa carrière professionnelle, même s'il faut la mettre on va dire de côté, elle le fera. Voilà. C'est un peu comme ça que tu définirais, toi, les deux, la féministe de droite et la féministe de gauche. Alors, pour préciser, effectivement, j'avais mis le titre d'une des vidéos comme ça. C'était pour une question de référencement concernant les termes de féminisme de droite. Il n'existe pas de féminisme de droite. Et la femme de gauche, c'est l'esprit de gauche, c'est l'esprit des Lumières, tout simplement. Donc, effectivement, ce matérialisme, cet individualisme, la négation des rôles et de la complémentarité, oui. Finalement, parce que tu sais, quand j'entends les discours que tu défends, j'entends par exemple une Natacha Polony. C'est vrai. Et ça se ressemble beaucoup, je trouve, finalement, vous dites des choses en commun. En tout cas, Sur ce sujet. voilà, sur ce sujet-là, vous avez des choses en commun. Et c'est extraordinaire parce qu'elle elle refuserait je pense qu'elle réfuterait le terme féministe de droite. Et pourtant, c'est ce qu'elle est malgré tout, parce qu'il vous avez beaucoup de points communs sur le discours. Elle a d'ailleurs détonné en disant que les femmes aimaient les machos, etc. Elle a fait une éloge de la virilité. Elle a fait une éloge de la virilité. Bon, elle s'est pris quelques coups, évidemment, c'était à prévoir, mais... elle a compris le problème de l'éducation aussi. Elle a écrit effectivement un ouvrage. Et elle était un peu, justement, c'est pour ça que je me permets de faire le parallèle avec ta démarche, parce que quand il y avait eu l'affaire Weinstein, elle a eu aussi cette position de dire, oui mais attendez, confondez... Maintenant, quand un homme te drague, c'est pas forcément du harcèlement. Oui, et c'est vrai que elle est une des rares... avoir fait un peu de nuance... Un peu de bon sens, effectivement, oui. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle réfuterait quand même cette appellation féministe de droite. Faudrait lui demander, mais non, c'est intéressant. Cette appellation féminine de droite ne peut pas exister. Hein. J'en ai bien conscience, c'est un oxymore. C'est ça, c'est un oxymore. Ça, ouais. Voilà, le féminisme par essence, c'est cet esprit de la gauche, des Lumières, de cette philosophie. Voilà. Mais alors, que dire à celle... Est-ce que toi, tu serais pour revenir à un système des années 60 avec l'autorisation du mari pour avoir un compte, Alors, voilà. Ah ben, je suis obligé de te sortir. Je fais mon gauchiste, sinon après, on me dit oui, tu l'as laissé, t'es trop gentil. Alors, je suis obligé d'être méchant, je suis désolé. C'est vrai que j'ai eu plusieurs commentaires, effectivement. En fait, c'est revenir au Code Napoléon. Et... il y a une confusion entre ce statut des femmes, effectivement, qui provient du Code Napoléon,
du 19e siècle, avec le statut justement de l'ordre catholique, à savoir que il suffit aussi de lire la Bible, enfin certains versets pour voir que c'est du bon sens. Non, je ne prends pas le retour dans les années 60 et ni le fait que la femme soit considérée comme une mineure juridiquement. Ça, c'est pas, enfin, c'est un héritage des Lumières, le féminisme aussi, comme le racisme d'ailleurs. Ouais. Donc non, Voilà. on reviendra. Non, c'est pas. Je prends une vision équilibrée. Hein. Non, parce que j'imagine ça, c'est le genre le type d'argument Ce sont des personnes qui qu'on peut confondent t'objecter. l'ordre catholique avec l'ordre napoléonien, en fait, le code napoléonien. Ouais. Napoléon a effectivement conservé les acquis de la Révolution française tout en y mêlant une forme de traditionnalisme, tout en déchristianisant la société. Donc forcément, on arrive à... D'ailleurs, ça a été un grand problème dans la morale du 19e siècle. On arrive à moralement devoir se plier à des injonctions pour simple prétexte de convenance, mais on a justement ôté toute spiritualité, donc tout sens à ces principes. Donc il n'y a plus de... il y a un écran entre Dieu et nous à ce moment-là. Et d'où ce désenchantement aussi, cette génération des poètes maudits, etc. au 19e siècle, parce qu'il y a cette perte de sens. Et pourtant, il faut respecter un ordre, un code conventionnel et dit traditionnel qui a été vidé de sa substance. Et malheureusement, cet esprit que l'on qualifie à tort de catholique ou de traditionnel est confondu avec un ordre naturel. C'est très intéressant ta vision. Alors, je vais prendre des petites questions aussi du public, parce que il y en a bah, c'était à prévoir, il y en a même beaucoup des questions. Allez, la première, on me dit, très chère Virginie, cela fait plaisir de voir une autre femme de droite qui réclame que les hommes se regreffent des testicules. J'ai vu que vous défendez Maurras et je vous suis sur ce point-là. Quelles sont, selon vous, les faiblesses de sa pensée? De Charles Maurras? Ouais. Je manque de connaissances encore. Au niveau des causes de la Révolution française, je manque de connaissances encore. Je n'ai pas étudié le sujet. Je ne vais pas dire de bêtises. Bon, bah, voilà. C'est très intéressant comme question. Mais... Eh ben voilà, au moins, mon cher, on en a posé. Alors, on me dit, bonsoir Virginie, bonne année à vous deux, c'est gentil, merci. Dans la Bible, il est écrit, la femme dominera par la séduction et l'homme par la chasse. Peut-on dire aujourd'hui la femme domine par la chasse et l'homme par la séduction? J'aimerais bien la référence. La référence, mon cher, alors. Alors, on me dit, que penses-tu de la chasteté au sein du couple et donc de la fornication hors mariage? Très intéressant, très bonne question. Effectivement, on confond d'ailleurs la chasteté avec l'abstinence. Et la chasteté Alors, explique-nous la différence. Parce que, au sein du mariage, il faudrait dire. En fait, il y a une désacralisation de la sexualité, mais ça va beaucoup plus loin. S'unir, faire l'amour en tant que tel, c'est s'unir et de faire plus qu'un, c'est être la chair de la chair. Et pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de raisons, c'est tout un sujet à aborder sur le fait de se réserver pour le mariage, les vertus morales et spirituelles. Et pourquoi on parle de fornication hors du mariage notamment? Parce que ça vise non seulement à utiliser son corps pour son bon plaisir, en dehors de tout respect pour soi-même et pour Dieu et pour son partenaire. Et la chasteté au sein du mariage ou du couple, c'est simplement du bon usage de cette intimité. Il y a des pratiques qui... c'est une question compliquée, il faudrait que j'y réfléchisse en fait. Non, mais t'es bien parti. La chasteté, c'est la juste mesure, c'est le respect de son corps en fait, qui est voilà. Mais donc ça voudrait dire quoi, dans la société catholique, imaginons, je fais encore mon avocat du diable, la société catholique de demain, il n'y aura plus de liberté sexuelle alors? Qu'est-ce que tu appelles déjà par liberté sexuelle? Liberté sexuelle, on va dire un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire une femme qui déciderait ou un homme de changer de partenaire selon ses envies. Il n'y aura pas de loi pour condamner la liberté sexuelle. En fait, tout est une question d'esprit. Effectivement, tout est une question de perception.
je pense qu'il faut se demander pourquoi et dans quel but et dans quelle fin est-ce que ça leur apporte aux personnes qui multiplient les partenaires et multiplient les conquêtes. Qu'est-ce qu'elles recherchent au fond? Je pense que vraiment il faut creuser en profondeur ces questions, s'interroger sur la démarche, sur l'esprit des gens pour trouver des réponses aussi. D'accord. Mais c'est pas... parce que, bon, voilà, oui, effectivement, ce serait un peu difficile en plus à mettre en place. Il me dit, est-il plus facile pour un homme d'être viril quand son physique le lui permet? En plus, question pour vous deux. Donc, alors, non, la question c'est pour Virginie. Alors, c'est plus facile pour un homme d'être viril par son physique? Ouais. N'étant pas un homme, je ne peux pas le juger, mais j'imagine que les hommes reçoivent une énorme pression de nos jours. Une énorme pression à la fois sur leur physique et sur leur statut social, après ce que je vois, parce qu'ils sont jugés sur leur statut social aussi. Tout à fait, tout à fait. Et donc, je ne peux que, vraiment, en tant que femme aussi, savoir que comme il y a des injonctions sur le physique des femmes, c'est plus difficile dans certains types de physique de se sentir féminine. C'est un problème psychologique en soi. Donc effectivement, c'est un problème de confiance en soi, mais oui. Oui, quelque part, oui, ça forcément, contribue, quoi. Ça contribue, parce que ça contribue aussi à la perception qu'on a de soi-même. Complètement d'accord. Alors, on me dit, que penses-tu de l'hystérie et de l'hystérisation dans la société occidentale contemporaine? Oui, mais il n'a pas dit concernant quoi. C'est vrai qu'il y a une forme d'hystérie. Enfin, je ne sais pas si c'est ça. C'est ça, oui. Donc, que l'on mentionnait, à savoir que tout ce qui est contraire justement à cette oui, les grands totems de l'idée. Voilà, effectivement, là, ça déclenche des tollés à chaque fois, des tollés médiatiques avec le jugement populaire sur les réseaux sociaux, etc. Mais finalement, toi, tu t'attaques à un totem quand même, on peut dire un peu quand même. Parfois, oui, je traite effectivement de certaines conséquences. De ce sujet, ouais, voilà, mais... Parce que c'est ce qui intéresse les gens, parce que ça les touche directement. Bien sûr. Ouais. Beaucoup de gens se moquent, c'est très compréhensible, je ne dis pas le contraire, du positivisme juridique par exemple. Mais bon, quand vous leur parlez de choses qui les concernent directement au quotidien, c'est normal que ça serve de point d'appui pour réfléchir ensuite, tout simplement. Alors, on me dit... la mixité des sexes n'est-elle pas un moyen de faire oublier qu'il n'y a pas de mixité sociale? La mixité des sexes, d'ailleurs, t'es pour, toi, ou contre? C'est-à-dire de mélanger les sexes à l'école, partout? Je suis pour, d'accord. Oui. Parce qu'il y en a qui sont contre, qui veulent, tu sais, revenir en arrière et séparer les sexes. C'est pas revenir en arrière, c'est aller en avant, puisqu'on peut observer que maintenant, il y a des espaces dédiés aux femmes. En Allemagne, par exemple. Ah oui, en Suède aussi. Oui, mais... Ouais, mais on peut voir ça vu en avant comme vu en arrière, ça dépend de... Parce que... C'est pas quel côté on se place, j'imagine, mais c'est quand même assez incroyable qu'on en vienne justement à séparer, sachant qu'on... Puis en arrière par rapport à quoi? Quand je dis ça, c'est par rapport au fait que... quand je dis oui, effectivement, en arrière ou en avant, ça dépend comment par rapport à quoi, effectivement. Mais en tout cas, sur cette affaire d'Allemagne, de Suède, où on fait de ces espaces la réserve aux femmes, clairement, parce que les femmes se font agresser dans les manifestations publiques. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus en sécurité et elles sont en danger, en fait, quand il y a des grandes manifestations, à tel point qu'on est obligé maintenant de les regrouper entre elles pour éviter la prédation masculine. Alors, il faut bien quand même préciser qu'il y a quand même un facteur culturel à évoquer dans cette affaire, puisque ces modifications quand même de l'organisation sociale, elles sont la conséquence de la présence d'immigration, d'immigration incroyablement débordante justement dans ces pays-là, et que les personnes de cette immigration ne portent pas du tout, alors là, ces valeurs catholiques. Alors peut-être bien qu'il y en a un dans les commentaires qui va dire, justement, vous voyez, le musulman de Somalie, il est plus proche du catholique dans sa vision que le français de 2017 qui n'est pas catholique. Toi, tu répondrais quoi à ça? Qu'il n'y a aucun rapport. Parce que le catholicisme ne demande pas à ce que les hommes et les femmes soient cloisonnés. Et aussi que ce cloisonnement des femmes parquées dans des cages, effectivement, ou dans des espaces spéciaux, contribue non seulement à alimenter beaucoup de divisions entre les deux sexes, à les rendre étrangers l'un à l'autre, et surtout, on traite encore une fois la conséquence de la conséquence. À savoir que, comme tu dis, une des causes,
Si on remonte, c'est l'immigration massive. Ouais. On remonte, il faut remonter encore. Mais évidemment, ça arrange bien le pouvoir en place, pour le dire facilement, de s'attaquer Oui, juste voilà, aux ouais, conséquences. on s'attaque juste, oui, il y a un problème Les avec les femmes femmes, sont- on revient pas à l'origine. Il y a Oui, des centaines de viols, ok, on va parquer les femmes et tout ira bien. On va, pour persévérer justement dans cette transformation mondiale, en fait. Mhm. Voilà. Oui, on s'arrête pas sur la véritable cause, ça je suis bien d'accord avec Jamais. toi. Oui. Alors, ça, compliment pour toi, on me dit bonsoir Virginie, votre discours est tellement revigorant pour les hommes sincères. L'idée de la complémentarité qui prévaut l'égalité est pleine de bon sens. On voit beaucoup d'identitaires germer en rejet au discours gauchisant de nos médias. Concernant cette féminisation médiatique, allant jusqu'à la confusion des genres, pensez-vous que cette propagande finira par s'autodétruire d'elle-même par rejet? Un espoir, mais j'en suis pas certaine, non. J'en suis pas certaine parce que notamment, justement, le pouvoir en place tient l'éducation et tant qu'il tiendra l'éducation, tant qu'il tiendra l'éducation nationale notamment, il contrôlera les esprits, il contrôlera donc cette perception de la réalité qu'il insuffle. D'accord. Effectivement, à toute l'échelle occidentale maintenant, on peut Sauf dire. s'il y a plein de Virginie Vota partout. Oui, voilà. Alors, on me dit, Virginie, bonsoir, vous êtes l'étincelle qui rallume la virilité de l'homme et tout l'espoir de retrouver sa vraie nature et je vous remercie. Et il demande d'ailleurs si tu fais des conférences. Est-ce qu'on peut te voir en plus? Pas encore, malheureusement, rien de D'accord. prévu. En tout cas, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, Voilà, oui, je fais des Virginie conférences Vota. en ligne du coup. Il y a énormément de vidéos en ligne. En tout cas, je remarque, d'ailleurs, c'est beaucoup d'hommes. Tiens, c'est bizarre, des Et femmes. j'ai 95% d'hommes, effectivement, qui Ouais, viennent ouais. mes vidéos. Alors, il y en a plusieurs d'ailleurs qui demandent, oui, si tu fais des conférences, etc. Alors, on me dit, autre question pour Virginie. Jeanne d'Arc est incontestablement la protectrice de la France, un mythe fondateur. Pensez-vous que cette figure mythique a su allier féminité, entre guillemets, respect de sa personne, famille traditionnelle, et virilité, entre parenthèses, pardon, commandement de l'armée de France, autorité naturelle, voire divine? Je pense que la question enfin, Jeanne d'Arc se situe bien au-delà. Ouais, Je veux ouais. dire, elle était guidée par Dieu, elle était en état de grâce. Enfin, Mais est-ce qu'elle elle a allie- accompli une mission Mhm. divine, oui. Mais est-ce qu'elle allie pas un peu ce qu'il dit? Parce que Jeanne d'Arc, c'est pas un personnage un peu androgyne quand même? Non. Parce que C'était une femme, c'est une femme, mais on a l'impression qu'elle a un peu garçon manqué. Non, alors là, je vais me faire des ennemis. Non, Jeanne d'Arc a dû effectivement s'habiller comme un homme, mais c'était pour réussir. Ouais, c'était pour Le faire le plan, commandement, mais c'était pas. C'est pas de sa son propre nature. choix, parce qu'elle s'est dit ah tiens, je serais mieux en Je- armure. Je vais faire mon transgenre aujourd'hui. Non, c'est anachronique là. Non, enfin, elle était guidée par la grâce. Donc. Sainte Jeanne d'Arc, alors. Oui, Ok. elle a été, oui. Alors, on me dit, ah bah tiens, puisqu'on est en train de blaguer sur les transgenres, il y en a un qui nous remet en place, il dit, mais pensez-vous que certains enfants qui se sentent en contradiction avec leur corps et se revendiquent de l'autre sexe et veulent changer de sexe? Voilà, que Ouais. pensez-vous de ces enfants-là? Oui, voilà. Alors, est-ce que... Non, parce que c'est une vraie question, il a raison de nous ramener dans ce truc, parce qu'il y a des gens qui se sentent mal, c'est vrai quand même. Mais moi, je me demande toujours, mais tu me dis tu me diras ce que tu en penses, c'est est-ce qu'ils se sentent mal parce que justement, on leur a mis, entre guillemets, la contradiction dans la tête, parce que quand je vois, par exemple, avec des histoires de théorie du genre, on explique à des enfants, ben oui, mais tu sais pas si t'es un garçon ou une fille, quelque part, t'as expliqué tout à l'heure très bien en disant, quand on est en période d'adolescence, on se cherche, tout le monde a connu cette phase-là, et effectivement, c'est extrêmement dangereux, je trouve, à ce moment-là précis, justement, d'aller expliquer ça à quelqu'un qui se cherche, qui se pose des questions, donc qui n'a aucune réponse sur le monde, et à qui on lui rajoute une question existentielle de base en disant mais est-ce que tu sais si t'es un homme ou une femme? C'est quand même très perturbant. Enfin, bon, moi j'ai eu de la chance, j'ai pas eu à subir ça, mais j'imagine que les enfants qui doivent subir ça aujourd'hui, c'est un élément extrêmement perturbant, parce que quand on a 9-10 ans, on n'a pas de recul nécessaire, et voilà, pour aborder cette question, et quand on vous la met, j'imagine que des enfants peuvent se sentir perturbés et se poser la question, mais effectivement, est-ce que je suis un homme ou une femme? Oui. Finalement, est-ce que je me sens homme ou femme? Et ça s'appelle en novlangue déconstruire les stéréotypes. Ah oui. Ça s'appelle comme ça. Et forcément, on est méchant si on veut stéréotyper les gens, si on veut les caser dans des petites cases, etc. Donc c'est encore plus difficile de s'y opposer. Effectivement, oui, je pense. Et puis on en revient au problème de l'éducation.
Dès la maternelle, dès le CP, on mutile l'intelligence des enfants, on atrophie leur cerveau, leur potentiel, il faut bien le dire. Donc forcément, les enfants sont influencés dès le plus jeune âge par des modèles de plus en plus mis à la une des médias. Il y a sans doute des exceptions, des personnes qui effectivement, soit de naissance, soit psychologiquement pour des raisons, ne se sentent pas bien dans leur sexe, etc. Mais le problème, c'est qu'on porte ça au nu comme une nouvelle norme. Oui. C'est le nominalisme pur, en fait. C'est comme la question d'une orientation sexuelle. C'est dire, je ressens ça, et donc, comme finalement, y accoler un terme et dire cela existe parce que c'est ma perception de la réalité, il n'y a plus de vérité, toutes les opinions sont vraies, sont bonnes et justes, donc, tout simplement, c'est là qu'on se retrouve avec des pansexuels, etc., ce genre de ressenti. C'est intéressant, parce que d'accord. Alors, on me dit, de nos jours, peut-on de nos jours, catholique, quand on constate que celle-ci est corrompue depuis Vatican II, et se protestantise de plus en plus? Bon, bah ça, tu étais assez d'accord, je crois. Oui. C'est vrai que c'est dur d'être... un catholique aujourd'hui, c'est difficile de suivre l'Église conciliaire, le pape, etc. C'est très difficile d'être catholique aujourd'hui, effectivement, parce que le premier problème, c'est qu'on est désinformé et que déjà, on ne reçoit plus d'éducation religieuse pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup de jeunes se convertissent, reviennent à la religion catholique. Oui, il y a une rechristianisation, il y a un mouvement, clairement. Oui, parce qu'on revient à l'essentiel, effectivement. C'est très difficile, oui. Et la question, c'était... C'était... attends, je retrouve... Voilà, est-ce que c'est difficile, justement, pour un catholique de s'assumer, en suivant, justement, l'Église conciliaire, c'est-à-dire l'Église conciliaire. Le terme est très éloquent. Ce n'est pas l'Église catholique. C'est un mélange de protestantisme et de philosophie des Lumières. Donc effectivement, il y a une contradiction entre être catholique et être conciliaire, c'est incompatible. C'est ce qui est ressenti peut-être par la personne. D'accord. Voilà. Complètement, c'est peut-être ça. J'ai l'impression que c'est ça le problème dans la question, en fait. Bien sûr. Ça répond à la question, totalement. Alors, on me dit, comment expliques-tu le succès auprès de la gente féminine appartenant à certains corps de métiers spécifiques, militaires, pompiers, policiers, mais encore plus étonnant, artisans, barman, serveurs, saltimbanques? D'accord. Le succès auprès de la gente féminine d'hommes appartenant à... voilà. Ah oui, à ces corps de métier. Oui, à ces corps de métier. C'est un petit peu ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a des métiers plus adaptés, entre guillemets. Pompier, ça semble évident, quoi, parce que... je sais pas si tu es au courant, mais tu sais, pour le concours de pompiers, pour qu'on puisse, en fait, qu'on ait que des femmes aient pu intégrer, en fait, le corps des pompiers, on a baissé le concours d'entrée. Oui, parce qu'il y avait une épreuve particulièrement, en plus, que ceux qui ont passé le concours connaissent bien, où on doit se monter à très très haut, et ensuite se mettre en action, et l'exercice hautement périlleux, il faut bien le dire. Si vous n'êtes pas entraîné, c'est même pas la peine d'essayer. Et visiblement... hyper difficile pour une femme aussi. J'imagine. Et donc on a dû un peu baisser voilà, pour que le concours puisse être sinon aucune femme n'aurait été admise, exactement. Comme ça, voilà, en baissant en adaptant, c'est l'égalité. C'est magique. C'est pour encore une fois que les hommes et les femmes n'ont absolument pas les mêmes compétences physiques. Parce que c'est un acharnement, ça, quand on dit oui, il faut plus de femmes pompiers, alors qu'apparemment ne serait pas adapté. Voilà, enfin, c'est une question de bon sens. Une femme qui pèse 50 kilos, de toute façon, de manière, par rapport à notre morphologie, on a moins de masse musculaire. Hein. Un peu comme ces femmes policières. Là, il y a une femme policière. Et oui, j'ai vu, justement, j'y pensais à elle. Mais c'est pas la première. Oui, voilà, mais il y a eu beaucoup de cas. C'est pas un peu criminel, justement, d'envoyer ces pauvres femmes avec 50 lascars tout autour qui vont la... Si. Déjà, les hommes, on voit, ils ont du mal. Des fois, on voit des équipes, quand même, on a des images où c'est des équipes d'hommes et ils sont pas petits. Hein, et voilà, ils ont beaucoup de mal à maîtriser. Alors, je me dis, mais une petite bonne femme là-dedans, mais elle se fait balayer, quoi. Oui, oui, je suis d'accord. C'est un constat. Après, il y a des femmes qui ont peut-être une certaine vocation. Mais parce que c'est toujours une volonté qu'on a l'impression qu'il faut qu'il y ait des femmes. Il y a une pression, effectivement, bien sûr, oui, constatable, oui, tout à fait.
C'est ça, Je peux rien... Ouais, non, mais c'est tragique, enfin, oui, en soi. Alors, on me dit, bonsoir Virginie. Ne pensez-vous pas encourager le féminisme au lieu de le combattre en encourageant les hommes à dominer les femmes? Alors, c'est une question de femme. Non, mais c'est pas précis parce que j'encourage pas les hommes oui, c'est ça, les hommes à dominer les femmes. Justement, c'est pas le message du tout. Ouais. Le message, c'est la complémentarité. C'est la complémentarité. C'est que chacun a des dons et un potentiel. Voilà. Il y a une vidéo qui a fait scandale. Alors, justement, scandale. Qui fait beaucoup parler, que tu as faite récemment, où, justement, moi, j'ai trouvé très, très pertinent quand tu reprends le parallèle entre justement la vision des chevaliers, parce que c'est un sujet en plus que j'avais abordé ici avec Alain Benagem, il s'en souviendra, on appelait ça le Finamore avec Aliénor d'Aquitaine, et qui justement expliquait toute cette philosophie, d'ailleurs développée par une femme, justement, et il paraît que justement ça vient de France, d'où la galanterie, tout ça vient de France à cause qui prend ses racines apparemment dans le Moyen-Âge avec Aliénor d'Aquitaine. Et donc, est-ce que justement, quand elle dit que tu vas encourager au féminisme, moi j'ai l'impression que justement l'esprit chevalier dont tu parles, etc., c'est tout l'inverse du mec qui va frapper une femme, justement. Il va la protéger, il va s'élever moralement pour lui plaire, justement. Voilà, c'est ça. À travers les épreuves, il va s'élever, se purifier moralement et acquérir des vertus telles que l'honneur, la fidélité, la loyauté, le courage, etc. La prudence aussi, la tempérance. C'est ça les codes de la chevalerie. Donc non mais c'est tout l'inverse parce que c'est pas des bourrus qui vont attacher les femmes à des poteaux et que c'est tout l'inverse, on est là pour les protéger, c'est la veuve et l'orphelin. C'est l'amour pour toi. L'amour pour toi. Oui, mais il y a une méconnaissance complète de l'histoire de France. Comment peut-on aimer ce que l'on ne connaît pas? Donc on ne peut pas aimer la France aussi. Il y a l'éducation qui va jouer un rôle monumental sur ce sujet. Oui. Ouais, tout ce qui s'est passé avant la Révolution, c'est parce qu'en fait, dans ce principe-là, justement, chevaleresque, justement, les femmes, on ne les frappe pas. On n'a pas le droit de frapper une femme, on n'a pas le droit. Alors que dans le mode égalitaire, c'est tout l'inverse. Oui. C'est parce que la femme veut être l'égale de l'homme. Tu vas t'en prendre une, je veux pas, puisque tu es mon égal. Donc, puisqu'il n'y a plus justement il n'y a plus de transgression, puisqu'on est... On a égalité. Théoriquement, si on pousse, vous voyez, oui, effectivement, on peut pas dire cette logique, mais bon, cette forme d'illogisme jusqu'à son aboutissement, on tombe dans l'absurde. Oui, c'est une technique d'ailleurs pour déconstruire une idée adverse, de pousser le raisonnement jusqu'au bout. Tout à fait. Ah ouais, parce que c'est sûr à quoi ça mène, quoi. On pourrait le voir comme ça. Il y a une confusion, de même qu'il y a une confusion avec le mot soumission, il y a une confusion avec le mot domination. Alors, elle nous répond, il y a l'idéal et la réalité. Bon. Effectivement, mais comme disait Simone Veil, il faut toujours tendre vers un idéal. Veille avec un W, hein. Oui, c'est pas la même. L'idéal est là pour nous tirer vers le haut, justement. Alors, on me dit aussi, doit-on encourager une éducation en dehors du système actuel, comme les écoles hors contrat, voire même l'école à domicile, car en fin de compte, laisser ses enfants suivre un cursus dans l'école de la République ne mène-t-il pas à la négation de ses origines religieuses? Bien entendu, oui. Il faut soutenir et encourager au maximum les écoles hors contrat, les écoles indépendantes, les écoles catholiques, oui. Et l'école à domicile aussi, il faut, si c'est possible, avec du temps, du courage, effectivement. Mettre les enfants dans les systèmes scolaires républicains. D'ailleurs, les ministres ne mettent pas leurs propres enfants dans les écoles publiques. C'est extraordinaire. Oui, voilà. Vincent Payan est extrêmement intéressant. Il faut l'écouter, il dit tout sur la République religieuse, etc. Oui. Et on ne peut pas le contester, c'est pas un complotiste. Ah non. Non, donc voilà. Je recommande. Selon lui, n'a pas fini son processus parce que justement, il manque la religion. Alors on me dit, tiens, que pensez-vous de la polémique avec Tex? Avec le Tex qui s'est fait virer parce qu'il a fait une blague justement sur les femmes et c'est passé comme une blague raciste aujourd'hui, c'est à ce niveau-là. C'est le tribunal populaire. C'est à ce niveau-là, c'est-à-dire en plus une blague qui était connue, pour ceux qui connaissent la blague, bon c'était une blague, comme on dit, une espèce de blague, ça fait des années, Ça sert de jurisprudence, encore une fois. Et oui. Parce que là on ne pourra plus rien dire sur les femmes, maintenant le mec à la télé...
Il pourra même plus faire... Non, parce qu'on On ne peut n'ose rien plus dire sur personne, hein. Bah, c'est ça, parce que on va dire une femme qu'elle est jolie, elle va dire on la harcèle, elle peut même porter plainte. Donc on va plus lui dire qu'elle est jolie. On va comment dire... comme il explique, on essaie de faire quelque chose, mais on se fait démonter, quoi. C'est-à-dire, on fait une blague, machin, ah non, c'est un salaud, un anti-féministe, etc. Alors que personne n'ose imaginer que c'est un anti-féministe, je sais pas quoi. Il a juste fait une blague comme, voilà, bon, c'est le sujet des femmes, mais ça passe pas, le sujet des femmes est devenu sérieux, quoi. D'ailleurs, dans absolument toutes les vœux pieux à chaque fois des politiques, quand ils nous ressassent les totems de l'idéologie, le racisme, etc., il y a le féminisme dedans. Aujourd'hui, ça fait partie du programme. Oui, la diversité, la mixité, le féminisme. Voilà, tu n'échappes pas. La laïcité, oui, surtout. Oui. À ce qui paraît, d'ailleurs, il y a même des cours de féminisme à l'école. Oui, c'est possible, des cours d'éducation pour les garçons. Pour les garçons, voilà. Oui, parce que les garçons, il faut les redresser, en fait, psychologiquement. Contre ils sont nés hommes, donc. Voilà. Donc ils sont nés hommes, ils sont forcément contre les femmes. Ils sont forcément des oppresseurs, s'ils sont nés hommes. Forcément, il y a une confusion entre la virilité, la violence, l'oppression, la domination, enfin... Ce qui est d'ailleurs, c'est complètement pervers, parce que ce que tu dis là, ça explique bien, alors, par exemple, l'homme, là, qui, on sait, beaucoup de jeunes qui traitent les meufs, sales putes, etc., enfin, des mots horribles, pour les qualifier, mais ils sont comment dire, dans ce que tu viens de dire, ils savent plus comment, en fait, faire avec les femmes, mais pour eux, il n'y a que cette vision-là, quoi. En fait, c'est quoi? C'est pour coucou, je suis là, quand ils font ça? Quand ils traitent les femmes de sales putes. C'est quoi? C'est un marqueur justement de cette faiblesse qu'ils ont et qu'ils veulent rattraper Il y a surtout un énorme problème culturel, il y a une incompatibilité totale à mon sens. Il y a ce problème-là, il y a un problème à ce niveau-là très large. Il y a aussi un problème, comment dire ça, de pudeur féminine aussi parfois. C'est un sujet très délicat. Rien ne justifie une agression, etc. sur une femme, ni des insultes, sa tenue. La tenue qu'elle porte ne peut pas justifier des agressions et des insultes, on est tous d'accord avec ça. Seulement, il ne me semble pas décent de se balader dans la rue comme on le voit aujourd'hui avec des jupes qui s'arrêtent juste en dessous des fesses. Oui, non mais on en voit. Et ensuite, de se demander pourquoi on est regardé bizarrement ou on est insulté. Tu penses que c'est une provocation, quoi? C'est pas une liberté, justement, de la femme, ça, de pouvoir... Est-ce une liberté de voir son corps hypersexualisé en permanence et de voir cette marchandisation du corps féminin? Est-ce une liberté d'exposer ses fesses, ses seins Est-ce qu'on est plus femme? Est-ce qu'on est plus respecté? Est-ce qu'on est mieux dans sa peau? C'est ça la libération, enfin... Bon. Ah, je suis content de te l'entendre revenir, tu vas pouvoir beaucoup d'amis là. Oui, je sais. Elles vont. Je sais, c'est pour ça. Beaucoup d'amis au féminin. Non, ce sont des questions. Justement, j'ai envie de comprendre cet esprit. Vraiment, qu'on m'explique, mais en détail, pas d'insultes, pas de. Tu dis des conneries, machin. Oui, bien sûr. Ah bah, allez-y dans les commentaires et répondez sérieusement si vous avez des arguments à objecter. Allez-y. Oui. Moi, je peux comprendre. Mais, de façon posée. Inutile d'insulter, ça sert à rien. De toute façon, c'est pas compréhensible les insultes. On comprend pas la pensée derrière. Enfin, voilà. Voilà, non, ça mais rien. C'est intéressant. Voilà. Et je dis ça aussi, mesdames, parce qu'il y a beaucoup de dames qui commentent. Soyez intelligentes. Voilà, même si vous n'êtes pas d'accord, exprimez vos arguments, qu'on sache pourquoi. Ah bah tiens, alors une autre question. Allez, comment une femme au foyer peut-elle se libérer d'un mari violent ou oppressant, sans ressources ni bien? C'est une horreur, effectivement. Voilà, c'est une question de femme. Oui, c'est un cas extrême encore. C'est un cas extrême. Donc effectivement, qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça? Oui, parce que c'est le mec horrible. En gros, on montre l'exemple, c'est la diabolisation en fait de la femme au foyer avec le mari alcoolique, violent, qui l'oppresse. Voilà, présentant un cas extrême forcément. Alors faut-il donc mettre en exergue aussi le nombre d'hommes qui sont maltraités par des perverses narcissiques, ruinés par des femmes vénales, trompés de tous les côtés par des libertines. Bon, la perversion, c'est dans la nature humaine. C'est marrant que tu le rappelles parce que personne n'en parle sauf... Alors je sais plus son nom, il y avait une femme qui avait pris position là-dessus dans un ouvrage, je crois une Canadienne.
et justement qui relevait les chiffres qui sont beaucoup plus élevés évidemment que les chiffres officiels sur la maltraitance des hommes, entre guillemets. Il y a une honte aussi là-dedans. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est pas forcément une maltraitance physique, mais c'est psychologique. Le nombre d'hommes qui sont dans une souffrance, qui ont l'air dévastés dans leur relation avec les femmes quand même. On sent que voilà, il s'est passé des choses graves. Donc les femmes sont pas... Allez, que des victimes. Je prends les dernières questions. Alors on me dit, bonsoir Virginie, j'approuve ce que vous dites avec l'extra-féminisme voulu dans cette société actuelle et donc, comme vous le dites, qui perd autant les femmes que les hommes. Cela peut paraître un peu choquant, mais que penserez-vous de la réouverture des maisons closes pour hommes sans abus? Ça remettrait un peu les choses en place dans la société. Mais... Alors lui, bon, il a solution. Bon, bien. Pourquoi ne pas plutôt essayer de tendre vers la vertu morale? Pourquoi ne pas essayer de s'élever au-dessus justement de son bas-ventre, de ses conditions, ses pulsions, de ses désirs les plus primaires? Aussi difficile que ça puisse être. Je prends l'exemple, là, comme il dit, celui qui est très méchant. Il est pauvre, il a une sale tête, machin, il n'a rien pour lui. Il fait quoi, lui? Parce qu'il ne va peut-être pas la trouver, sa dulcinée. Ça va être compliqué, peut-être. Je ne veux pas mettre à la place de personnes qui sont en souffrance, effectivement, mais pourquoi ne pas canaliser son énergie autrement que par des pulsions sexuelles pour... Ouais, mais souvent... Alors, on est dans un monde tellement déspiritualisé qu'il y a... C'est pas faux ce que tu dis, mais on sait très bien que d'un point de vue psychologique, la frustration sexuelle ramène sur autre chose. Après, effectivement, ça peut être quelque chose de positif, mais ça peut être aussi quelque chose de négatif. Après, n'étant pas un homme, c'est impossible pour moi de juger ça ou de savoir, effectivement. Mais ça, la faiblesse est humaine, comme on dit. Je ne vais pas... je vais pas condamner. Oui, parce que dans ce monde-là, effectivement, comme dit, cet homme-là... Oui, s'il désire effectivement se marier, être en couple, je ne sais pas. C'est une souffrance, je le conçois. Chacun a vraiment sa croix à porter. Je peux vous dire aussi que c'est tellement difficile de rencontrer des hommes, ou pour des hommes de rencontrer des femmes, que c'est devenu un problème de société aussi, à tel point que les sites de rencontres sont devenus une banalité. Est-ce forcément très sain? Il faudrait peut-être une nouvelle genre d'agence matrimoniale catholique un peu, qui remettent les gens ensemble. Ça pourrait, ça d'ailleurs, dans l'absolu, je sais pas, je dis un truc comme ça, dans 6 mois, il y a un mec qui va faire l'idée. Je crois que ça existe, il y a des sites catholiques, des sites, je crois. Si on est catholique, il faut avoir confiance en Dieu. C'est lui qui nous amène à... C'est lui qui va amener la chose. La personne qui nous correspond. D'accord. Parce que ça existe chez les musulmans, il y a des sites spéciaux pour se marier, il y a même des sites... On peut se rencontrer à la messe aussi. Voilà. Et puis, eux, ils ont même des sites pour avoir une deuxième femme, comme c'est autorisé. Bon. Oh, mais vous voyez, tout se fait sur Internet. Hein. Oui. Donc, oui, bon. Tout va bien. Alors, qu'est-ce que vous dit encore? Allez, je prends les dernières questions. On me dit, ne pensez-vous pas que l'application de votre définition du couple dans le contexte actuel, avec tout ce que cela comporte comme difficultés sociales et financières, n'est pas réservée qu'à une petite élite bourgeoise? C'est-à-dire la femme au foyer, je suppose. Oui, voilà, c'est ça, la définition que tu as donnée, une femme au foyer. Là, c'est une définition très théorique. On est dans une époque où, effectivement, c'est très compliqué pour une femme d'être femme au foyer. Donc, effectivement, il n'y a pas un choix. Tu l'as quand même expliqué, parce que tu as dit qu'une femme qui ne travaillait pas, de toute façon, pour élever des enfants, même matériellement, aujourd'hui, c'était très difficile. En plus, de toute façon, la condition même était très oui, donc difficile. On est obligé de se plier, de faire avec. Je n'imposerai jamais... si je pouvais, aux femmes de rester au foyer de force. C'est même pas l'idée, en fait. Le gros problème aujourd'hui, c'est que les femmes qui désirent profondément rester au foyer et se consacrer à leur mari et à leurs enfants n'en ont pas la possibilité. C'est ça. C'est l'inverse, le problème. Cette porte, elle a jamais été ouverte, en fait. Il y a eu des tentatives en France. Il y a eu des petites tentatives, mais à chaque fois, c'est pas bon pour le capital non plus. Hein. Alors, on me dit, allez, les dernières. Comment expliquer qu'aujourd'hui les féministes défendent ceux qui veulent enfermer la femme par le voile? C'est le principe des minorités. C'est le principe des minorités. Tout simplement. Oppressés par essence, ouais. Tout simplement. Justiciers sociaux, vous avez les chaînes, voilà, toujours. Ouais, c'est ça. Justice sociaux, social warrior, oui. Allez, les dernières. Les robots sexuels arrivent, ne vous en faites pas.
Petit troll marrant. Virginie, toutes ces injonctions paradoxales que le système nous inculque, n'entraînent-ils pas le phénomène de femmes voulant avoir tous les avantages du féminisme, tout en voulant également avoir tous les avantages de la galanterie? C'est très juste. C'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque parce que pour relier, on ne parle que de droits de l'homme, par exemple, mais il n'est jamais plus question de devoirs. C'est effectivement ça. Tout le monde s'affranchit de ses devoirs. Justement, les gens ne sont plus ni éduqués, ni justement dans cet état pour accomplir leurs devoirs. Ouais. Ouais, bah, écoute. C'est la liberté. Réflexion très intéressante. Oui. Eh ben, je vais voir un petit peu. Voilà, les remarques. Bon, bah ça va. Ils ont pas été méchants. Je voulais voir s'ils étaient méchants. Mais ils le sont pas. Allez, les dernières, il y a encore une question. Allez, on me dit les femmes qui s'habillent outrageusement sexy, je pense, le font par méconnaissance de l'effet que ça a sur un homme, son cerveau qui vrille, sa façon d'apparaître, comme ne respectant pas et s'enfreint au public. C'est vrai qu'en tant que femme, puisque par le passé, je me suis habillée à la mode, effectivement, quand j'avais 20 ans, c'est vrai qu'on n'en a pas conscience. Mais c'est une forme d'égocentrisme, au fond. On s'habille pour soi, pour se faire plaisir. Et il y a une pression terrible en tant que femme. On arrive à se trouver, à cause de ces schémas sociaux, moches, si on ne porte pas de décolleté ou de mini-jupe. Et ça, effectivement, il faut le prendre en compte. C'est très complexe. Ouais. Parce que, de toute façon, c'est un formatage qui a eu lieu. Il y a une telle Voilà, la féminité est confondue avec la sexualité, l'hypersexualisation du corps féminin. Elle est réduite à ça aujourd'hui. Donc c'est pour ça que être une femme libre, etc., c'est porter la mini-jupe. Parce que la femme est complètement, comme l'homme aussi, dépouillée de ses vertus. Sa liberté, en fait, c'est sa liberté sexuelle. C'est ça qui Mon corps m'appartient. Oui, ces femmes qui défilent nues dans la rue ou qui revendiquent effectivement le droit de porter des micro-shorts et des micro-jupes sous prétexte qu'elles sont libres. Elles se définissent par leur corps, par leur apparence. Parce qu'il n'y a plus de vertu morale, ni dans la féminité, ni dans la virilité. C'est bien ça le problème de fond dans cette société moderne. Eh ben, écoute, je trouve que c'est le très bon mot de la fin. Écoute, merci beaucoup Virginie. Merci à toi pour cette invitation. La porte t'est largement ouverte. Avec grand plaisir. Quand tu veux, c'est vraiment un grand plaisir de te recevoir en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci à la régie, à Alain, la régie, enfin coucou. Merci aux modérateurs connectés. Merci aux métanautes. Et métanautes. Écriture inclusive. Voilà, point ES, etc. Je m'embrouille avec l'écriture inclusive. En tout cas, merci à vous toutes et tous. Parce que maintenant, il faut parler comme ça. Il ne faut plus dire merci à tout le monde. Il faut dire merci à tous et à toutes et tous. Pour discriminer personne. Pour discriminer personne. Celles et ceux qui nous regardent, forcément, je n'ai qu'une chose à vous dire. C'est que si vous écoutez ce message, merci à vous déjà. Allez vous abonner aussi sur la chaîne de Virginie sur YouTube, n'oubliez pas. Vous abonner sur la mienne aussi au passage. Mais bon, si vous regardez la vidéo, vous êtes peut-être déjà sur la mienne, donc allez sur la sienne aussi. Merci à vous et franchement, si vous écoutez ce message, c'est forcément que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao tout le monde. C'est un sujet super sensible, je l'attends. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les 2 yeux au beurre noir? Elle est terrible celle-là. On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. Oh là là. Nous avons eu une divergence, c'est une évidence. Nous avons eu une divergence.